Bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais rapprocher un peu le micro. Voilà, ce micro-là. Essayez d'arriver à l'heure, monsieur, ce serait bien. Donc, alors, avant de reprendre le cours, quand même une information. Dans cet amphi, la semaine dernière, il y avait un cas de Covid asymptomatique qui s'est fait tester, ou symptomatique, je ne sais pas, qui s'est fait tester. Donc, dans cette procédure, qu'est-ce qui se passe lorsque un étudiant se fait tester? Il a été donc testé positif à la fin de la semaine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'appelle et lui demande quels sont ses cas contacts. Alors, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles il est resté plus de 15 minutes à moins d'1,50 m sans masque. Et il s'avère que 10 étudiants de cette promotion de L1 étaient cas contact. Donc ces 10 étudiants, ils doivent se faire tester et ne peuvent pas revenir à la fac pendant au moins une semaine. Alors, conclusion, il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris dans les mesures de distanciation sociale, manifestement. Puisque si vous êtes en contact avec 10 étudiants, ça veut dire que vous avez passé au moins 15 minutes sans masque l'un à côté de l'autre. Et vous avez fait ça avec 10 personnes. Enfin, l'étudiant en question a fait ça avec 10 personnes. 10 cas contacts, c'est énorme. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir 10 cas contacts dans une université. Je comprends que vous ayez des amis avec lesquels vous discutez sans masque, vous les voyez le soir, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais 10 personnes à la même promotion, c'est beaucoup plus que simplement des amis proches. Le problème, c'est que ces étudiants, du coup, ils ne peuvent pas venir en cours pendant une semaine. Donc, le virus circule dans cet amphi, dans cette promotion, dans cette université. Moi, je viens là tout à l'heure, je vois plein de gens qui sont sur les marges d'escalier à 50 cm les uns des autres et qui parlent fort en plus, voilà, sans masque. Ça fait des cas contacts en plus. Donc, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas absolument dramatique. Encore une fois, la plupart d'entre vous n'allez pas mourir de Covid, et j'espère bien. Et si vous êtes malade, j'espère que ça ne sera pas très long. Mais le problème, il est qu'on risque de fermer l'université. Voilà, si on s'aperçoit que l'université, que la faculté est un cluster, vous aurez tous vos cours en ligne et vous ne pouvez pas revenir. Et vous savez déjà l'année dernière ce que c'était. C'est pas très sympa et pas très marrant. D'autant plus que, rassurez-vous, les examens ne seront pas à distance comme on l'a fait l'année dernière. Cette fois-ci, on fera des examens sérieux en présentiel, quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez étudier dans de bonnes conditions, évitez de multiplier les cas de contact hors de votre sphère familiale et amis proches. Ça serait pas mal. Ça éviterait des étudiants soient obligés de rester chez eux et de ne pas sortir pendant une semaine. Bien. Ceci étant dit, je reviens sur le cours. Je vous rappelle que vous devez rendre le TD0, préparer le TD0. Déjà, vous devez déjà l'avoir commencé, c'est-à-dire le lire et répondre aux 2 questions qui sont indiquées sur le TD0. Ce TD0, vous allez le remettre à votre chargé de TD dès la première séance. Et vous allez aussi l'uploader sur l'espace Moodle. Il y a un espace dédié à cela sur Moodle. Donc je vous invite évidemment, il ne faut pas le faire maintenant, vous avez le temps, c'est le 12 octobre. Le lundi, c'est la semaine du 12 octobre. Mais commencez quand même dès à présent parce que le nombre de travail, enfin le devoir que vous allez devoir faire, le travail que vous allez devoir faire va augmenter au fur et à mesure. Par ailleurs, une partie de vos cours est en distanciel, donc évidemment, ça pose aussi problème. Donc ne prenez pas de retard. Là, vous avez encore un peu de temps, pendant quelques semaines. Bientôt, vous n'aurez plus du tout le temps. C'est un travail qui est difficile, donc commencez-le dès maintenant. Ce devoir TD0 est à rendre sous format papier à votre chargé de TD, dactylographié, c'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous l'écrivez sur ordinateur et vous l'imprimez. D'accord? Vous ne l'écrivez pas à la main. Déjà parce que c'est beaucoup plus compliqué de lire des travaux écrits à la main. Et puis ensuite parce qu'il faut apprendre aussi à utiliser un ordinateur pour faire ses devoirs. Et en plus, il va falloir le remettre sous format numérique, là aussi, non pas en format image avec un scan, mais en format PDF ou Word, des formats classiques de texte. Donc il faut le taper. Si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, vous pouvez utiliser les ordinateurs de la bibliothèque universitaire qui sont disponibles. Voilà, ou vous organisez autrement. De toute façon, je vous invite à avoir un ordinateur. Alors, je sais bien que ça coûte cher, mais on peut avoir des ordinateurs d'occasion pas trop chers, surtout pour faire le traitement de texte. Parce que si jamais la fac reconfine, se ferme, et c'est très possible que ça arrive d'ici un mois. Je veux dire, on est en plein augmentation épidémique. On a plus de 10 000 cas par jour recensés. Ça veut dire en réalité beaucoup plus que 10 000 cas. En plus, on n'arrive pas à les recenser correctement parce qu'on a des problèmes de tests. On est en zone rouge ici, en Maine-et-Loire. Et vous êtes la génération
où le virus circule le plus. Donc, toutes ces choses font qu'il est possible que, par exemple, le gouvernement ou le préfet, dans les semaines qui viennent, décide de fermer les universités. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous êtes très embêté. Donc, prévoyez les choses dès maintenant, de la même façon que nous, on prévoit de refaire des cours en ligne. On est en train de se former. Moi, demain, je vais à une formation pour faire du TD en ligne, parce que ça, je ne l'ai pas fait l'année dernière, au deuxième semestre, je n'avais pas de TD. Donc, voilà, c'est des choses... Enfin, on est un peu sur la brèche, là, en ce moment. On ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. Et il faut évidemment que vous vous comportiez de manière la plus responsable possible. C'est-à-dire que si vous êtes testé positif au Covid, c'est pas grave. Vous n'allez normalement pas en mourir. Très peu de chance. Mais par contre, si vous avez 20 cas contacts dans la fac, ça, c'est grave. Donc, c'est ça qui est embêtant. Et il faut éviter de multiplier les cas contacts, surtout chez des gens qui ne sont pas vos proches. C'est complètement idiot. Donc, voilà. Donc, quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, vous essayez de vous tenir à distance les uns des autres. Ou une fois la cigarette fumée, vous remettez votre masque. Enfin bref, je sais bien que c'est pas marrant. Moi non plus, c'est pas marrant de faire un cours avec masque. Mais faut juste essayer d'être responsable le plus possible. Bon, j'ai fini avec ça. Je reviens donc sur le cours. Alors, on est dans le premier chapitre et on réfléchit sur ce que c'est qu'une doctrine. Et donc, on a essayé de voir qu'une doctrine, c'est un discours qui vise qui associe à la fois un discours positif et un discours normatif. Le discours positif, c'est la description des choses telles qu'elles sont, essayer de comprendre les phénomènes qu'on observe, et pour cela, eh bien, utiliser des instruments de mesure pour essayer de les comprendre de manière objective. Parce que, encore une fois, le discours positif, c'est qui décrit la réalité, c'est un discours qui va décrire la réalité, et cette description, eh bien, elle nécessite, pour ce faire, une objectivisation, c'est-à-dire qu'on soit certain de parler de l'objet dont on parle, qu'on étudie, plutôt que des ressentis qu'on peut avoir qui sont subjectifs à propos de cet objet. Et c'est ça le travail du scientifique, de commencer par essayer d'objectiviser ce qu'il étudie, c'est-à-dire d'être certain de dissocier ce qui est de l'ordre de l'objet qui est étudié et ce qui est de l'ordre du sujet qui regarde cet objet. Et pensez que ce n'est pas toujours facile, bien sûr, parce qu'on observe les choses, le monde extérieur, qu'avec ses propres sens. Et ces sens, nos sens, ils peuvent nous tromper. D'où l'importance d'avoir ces instruments de mesure qui permettent d'avoir quelque chose d'objectif qui émane de l'objet et non pas simplement un ressenti. Donc ça, c'est le discours, on va dire, la partie positive de la doctrine, c'est-à-dire une partie analyse des phénomènes, une partie essayons de comprendre ce qui se passe dans l'objet qu'on étudie. Et puis il y a une autre partie de la doctrine, c'est la partie qui relève du normatif. Alors le normatif, qu'est-ce que c'est ? C'est des préconisations. L'économie en particulier, c'est une science qui est extrêmement normative, c'est-à-dire qu'elle va chercher à résoudre les problèmes, de la même façon d'ailleurs que la médecine est une science normative, puisqu'elle va chercher à guérir les gens. Et donc elle essaye de trouver des solutions et d'expliquer ce qu'il faut faire pour guérir soit le corps humain en médecine, soit la société en économie, soit l'économie en économie. Et donc le problème, c'est que pour faire des préconisations, bien là aussi, non seulement il faut qu'on soit sûr d'avoir un discours objectif, c'est-à-dire que là on revient sur le côté positif, mais il faut être sûr que les préconisations qu'on va prendre reposent sur des principes, reposent sur des normes qui émanent pas uniquement de ces sentiments personnels, et donc il faut être capable d'expliquer par exemple que cette mesure va certainement effectivement poser problème, entraîner des pertes chez certains acteurs économiques, mais en même temps elle va permettre de gagner des gains supérieurs encore aux pertes qu'elle engendre. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre que toute mesure économique, elle fait forcément des gagnants et des perdants. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous pénalisez forcément parce que vous réorganisez la production de richesse ou la distribution de cette richesse, en général, et d'ailleurs très souvent les deux sont liés. Donc ça veut dire que si vous mettez en œuvre une mesure, eh bien forcément la distribution des richesses va en être affectée, donc il va y avoir des perdants. Parce que toute distribution, c'est une réallocation en quelque sorte, donc il y aura des perdants. Si vous voulez être capable de justifier le fait ou d'admettre le risque qu'il y a des perdants, eh bien cela n'est possible que si vous établissez vos mesures à partir de normes et de principes. D'où le caractère normatif. C'est-à-dire que concrètement, il faut dire oui, bien sûr, il va y avoir des perdants,
mais finalement ces perdants sont peu nombreux, ou moins nombreux, ou sont moins affectés que les gains probables qu'il va y avoir après. Donc il faut être capable de montrer que la mesure qu'on préconise, elle va être au service de l'intérêt général, même si elle peut pénaliser à court terme certaines catégories de la population. Donc en fait, c'est tout le problème d'un économiste. C'est-à-dire qu'un économiste, il rentre toujours dans le jeu des conflits d'intérêts. Toute mesure qu'il va préconiser va forcément être mal acceptée par une catégorie de la population parce qu'elle va forcément entraîner un certain préjudice. Mais ce qui lui permet d'affirmer que cette mesure est bonne, c'est l'espérance d'un gain futur. C'est-à-dire qu'il a fondé cette mesure sur un raisonnement qui est fondé sur des principes, qui est fondé sur des normes, qui est fondé sur une certaine façon de concevoir le bien-être. Et donc il dit, ben voilà, malgré le fait qu'il va y avoir des coûts pour certains secteurs économiques, eh bien cette mesure vaut le coup d'être mise en place. Bien sûr, si on n'avait pas ce genre de raisonnement, on pourrait taxer personne, parce que toute taxe, forcément, engendre une perte chez les personnes taxées. On ne pourrait, j'ai envie de dire, avoir aucune action politique. On ne pourrait jamais avoir, des règlements, parce que par exemple, quand vous interdisez le glyphosate dans l'agriculture, eh bien forcément, vous pénalisez les agriculteurs. Et donc, voilà, donc ça a un coût économique. Mais par exemple, l'économiste peut dire, oui, mais le coût économique est ceci, mais peut-être qu'à long terme, en sauvant la biodiversité, on aura un gain plus important que le coût engendré pour les agriculteurs. Après, tout le problème, c'est les compensations qu'on peut mettre pour éviter que les personnes qui perdent perdent aussi à long terme. Même chose pour, par exemple, des politiques commerciales. Vous taxez des produits, forcément ils vont être plus chers dans le pays et tous les consommateurs de ces produits, ou tous les industriels qui vont devoir aussi les acheter, eh bien ils ne vont pas être contents, mais vous pouvez démontrer que ce faisant, eh bien vous suscitez une production nationale qui va engendrer plus de richesse que la richesse perdue. Voilà, donc c'est toujours le même problème des arbitrages, des choix. Et l'économie, c'est une science politique dans le sens où elle perturbe les arbitrages, elle perturbe les choix, elle va forcément réaffecter les allocations de richesse. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que donc, quand on émet une doctrine, on a une analyse des faits par le discours objectif, mais on a aussi une analyse des intérêts, c'est-à-dire on va faire des préconisations et essayer de comprendre ce qu'il faut faire par rapport à d'autres choses. Et là, il va y avoir des conflits. C'est-à-dire que les économistes, entre eux-mêmes, ne vont pas forcément toujours être d'accord. Ils vont parfois s'opposer parce qu'ils ne vont pas forcément baser leur doctrine sur les mêmes principes et les mêmes normes. Et ça aussi, il faut bien comprendre qu'il y a une diversité des approches économiques, une diversité à la fois dans l'analyse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde, comment on objectivise, donc ça va être des problèmes parfois de méthode. Je veux dire, le regard qu'on porte sur l'économie, il n'est jamais neutre non plus, il est aussi fondé sur les choix des instruments qu'on fait, et puis un certain nombre de méthodes qu'on utilise pour comprendre le réel. Donc la partie objectif, la partie objective de la doctrine, elle est positive, je veux dire, la partie description, elle est aussi soumise à des conflits chez les économistes, mais il va y avoir encore plus de conflits, évidemment, sur la partie normative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, les économistes, évidemment, ne sont pas d'accord entre eux toujours. J'étais hier sur RMC, par téléphone, discuté avec Emmanuel Le Chypre et Thomas Neumann sur faut-il privatiser les routes nationales? Bon. Là aussi, on voyait bien que le discours économique, Emmanuel Le Chypre, c'est quelqu'un qui n'est pas un économiste, c'est un journaliste économique, mais enfin, il connaît très bien l'économie. Et moi, par exemple, qui avait une autre approche que lui, on n'était pas forcément d'accord, tout en construisant chacun un discours à peu près cohérent. En économie, c'est toujours comme ça. Il y a des discours qui peuvent être différents, mais qui n'en sont pas moins légitimes, parce qu'ils reposent sur des formes de démonstration, des argumentations qui sont cohérentes en interne et qui ont une certaine valeur scientifique. Là aussi, je vais y revenir tout à l'heure, le fait que des scientifiques ne soient pas d'accord entre eux ne veut pas dire qu'il y en a qui ont tout faux et d'autres qui ont complètement raison. Parfois, on n'a pas de consensus scientifique. Parfois, on peut s'opposer en science tout en étant des scientifiques rigoureux chacun. Donc, voilà, on va y revenir tout à l'heure là-dessus. Alors, si je prends un exemple, on a une doctrine qui est sans doute une des doctrines les plus importantes en économie, qui est la doctrine libérale. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est une norme en fait. Ça repose sur une norme, sur un principe qui dit que
le bien-être collectif est le produit des décisions individuelles qui sont prises de manière rationnelle et responsable par les individus, et que tout ça est plus efficace, ce moteur-là, ce moteur du comportement individuel qui va chercher son propre intérêt pour aboutir à l'intérêt général, tout cela est plus efficace que toute intervention publique dans la sphère économique. C'est-à-dire que la doctrine libérale, eh bien, elle montre que les décisions, voilà, c'est ce que j'ai marqué ici sur le diaporama, les décisions libres d'individus rationnels et responsables sont plus efficaces pour l'intérêt général que les interventions de puissance publique. Il n'y a pas de démonstration véritablement claire de ce phénomène. C'est un principe, c'est une norme. On va le poser, c'est une forme de postulat en quelque sorte, alors qui va souvent être vérifié d'ailleurs, hein, et tout le monde sera d'accord pour que parfois, oui, ça marche bien comme ça, et puis parfois qui va être invalidé. Et donc le problème, c'est jusqu'à quand cette invalidation, elle est pertinente ou non. Bon, voilà, donc qu'est-ce qui explique, par exemple, que certaines fois, l'intervention de l'État est efficace et d'autres fois, elle n'est pas efficace. Donc le libéral a plutôt tendance à dire que le principe général, c'est l'efficacité du comportement libre d'individus pour apparaître, pour générer l'intérêt collectif, alors que quelqu'un qui serait antilibéral dirait au contraire que l'efficacité de ce mode de fonctionnement est l'exception et que la règle devrait plutôt être une intervention forte de l'État. Une autre doctrine, alors qui est beaucoup moins présente et beaucoup moins discutée aujourd'hui, mais qui a été influente à un certain moment, c'est la doctrine marxiste, qui elle va, et là c'est intéressant parce qu'on va voir à la fois le discours positif et normatif qui vont changer, qui va changer la perspective complètement en disant que l'idée d'individu libre et responsable en soi est déjà un problème. C'est-à-dire que pour les marxistes, les individus sont dépendants du contexte social dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire que concrètement, ils sont transformés, conditionnés, on va dire, par le contexte social, et donc l'idée qu'il existe des individus libres et responsables qui vont agir de manière totalement émancipée, tout cela, en fait, est une fiction. C'est une fiction bien pratique parce que ça permet évidemment d'exonérer la société des phénomènes qu'on observe, et du rôle de la société dans les phénomènes qu'on observe, puisqu'on va toujours partir de l'individu, on va toujours dire que c'est l'individu qui génère les phénomènes sociaux. Or, on peut au contraire montrer, et c'est ce que font les marxistes, mais il n'y a pas que, hein, d'autres le font, qu'en réalité, les individus sont conditionnés par les structures sociales et économiques, et même, et ça c'est la spécificité des marxistes, qu'il existe des rapports de domination. Ce qui veut dire que les individus ne sont jamais libres en fait. Surtout, enfin, une partie des individus, hein, ceux qui sont justement opprimés ou victimes de domination, ne sont pas libres. Et donc, on ne peut pas arriver à une émancipation individuelle dans le cadre d'une logique marchande, c'est-à-dire que l'idée de laisser faire les individus librement sur le marché ne va pas contribuer à organiser un bien-être général, puisque au départ, les gens ne sont pas libres. Alors, un exemple tout simple, hein, parce qu'il faut parler aussi dans le concret. Bon, on dit le contrat de travail, c'est un contrat libre entre un salarié et un employeur qui décide librement hein, de négocier le salaire et les conditions de travail. Eh bien, les marxistes diraient, mais ça c'est une fiction, parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du monde, pour certaines personnes, le travail n'est pas un choix libre et éclairé, c'est une nécessité liée au coût de la vie et à l'impossibilité de vivre correctement sans travail. Et donc, de ce fait, le rapport de force entre l'employeur et l'employé n'est pas un rapport de force égal, et donc au final, l'un a besoin de l'autre. Alors, il n'y a pas que Marx qui dit ça, d'ailleurs, Adam Smith le dit aussi, on y reviendra. L'employeur a peut-être autant besoin du salarié que le salarié de l'employeur, mais l'employeur, il a la capacité d'imposer toutes ces conditions aux salariés parce que lui, il peut attendre. Lui, il n'est pas obligé d'avoir un salarié maintenant. Lui, il a le choix. Il peut recruter un autre salarié s'il veut. Les salariés sont en concurrence. Alors que le salarié, lui, en fait, il n'a pas vraiment le choix. Alors, une autre chose qu'il faut dire, et c'est vrai aussi en particulier de l'économie, c'est que la doctrine, c'est-à-dire notre façon de concevoir et de résoudre les problèmes économiques, est en partie liée au système économique dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous interprétons les choses à faire, nous essayons de comprendre le monde à partir du monde lui-même. C'est-à-dire, et ces doctrines, elles ne sont pas détachées, ce n'est pas des raisonnements purs, hein, elles sont toujours le produit d'individus qui sont
qui interprète aussi les choses par rapport à ce qu'il voit. Autrement dit, la manière de penser le système est aussi un produit du système. Alors, pour essayer de le comprendre, là aussi, si on revient un peu, si on fait un peu d'histoire des idées, on verra que, par exemple, la doctrine libérale, elle est le produit d'un moment de l'histoire où on réaffirme les droits individuels, où on réaffirme l'individu, comme étant une personne consciente, responsable, etc., où on essaye d'avoir un projet d'émancipation, donc ça c'est normatif, mais aussi on considère par exemple qu'il n'y a pas de vérité donnée une fois pour toutes, on conteste en quelque sorte les visions un peu holistes de la société, c'est-à-dire les visions qui considèrent l'individu comme appartenant complètement à une société ou à un pouvoir supérieur. Alors, exemple, bien sûr, les guerres de religion, qui datent, elles, du XVIe siècle. Donc, c'est l'émergence du protestantisme. Alors, il y en avait avant, mais on va dire que le protestantisme, Luther, a beaucoup changé la manière de concevoir l'Église. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ce qu'apporte le protestantisme, c'est l'idée que l'individu peut réinterpréter les textes bibliques à sa façon, et pas prendre pour argent comptant ce que dit l'Église. Et donc ça veut dire que l'individu a le droit d'exister. C'est ça qu'apporte le protestantisme. Et donc évidemment, dans ce contexte de réaffirmation des interprétations des textes religieux par l'individu, eh bien on va forcément arriver, vous voyez, sur une doctrine qui va faire de l'individu finalement l'élément central dans l'émergence du bien-être collectif. Donc qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? C'est que la manière dont l'idéologie libérale apparaît, ou la doctrine libérale apparaît, au XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, c'est aussi lié au contexte de l'époque. C'est aussi en particulier lié au contexte politique, puisqu'on a aussi, dans la société de cette époque, une forme de conflit latent entre deux catégories de la population, la bourgeoisie marchande, qui s'enrichit beaucoup parce qu'on a la découverte du Nouveau Monde. Donc on a les Indes orientales et occidentales. Orientale, c'est l'Inde telle qu'on connaît, et puis occidentale, ce qu'on appelle les Indes occidentales, ce sont les Amériques. Donc on a des marchands qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de pouvoir politique. Dans l'Europe de l'époque, eh bien, le pouvoir politique, c'est l'aristocratie foncière, c'est-à-dire ceux qui possèdent les terres, et qui ne profitent pas, en fait, qui ne sont pas des marchands, qui ne profitent pas de l'ouverture au commerce mondial. Et donc, quelque part, ceux qui vont réaffirmer les droits individuels et le libre commerce, ce sont plutôt les commerçants qui gagnent en pouvoir à cette époque. Là aussi, on voit bien que l'idéologie libérale n'est pas totalement indépendante, la doctrine libérale plutôt, je préfère ce mot, n'est pas totalement indépendante du contexte particulier dans lequel elle émerge, qui est à la fois un contexte politique particulier, un contexte religieux particulier, et finalement tout cela se combine pour progressivement réaffirmer le rôle de l'individu dans la construction de la société et dans le bien-être collectif. Pensez que l'autre approche, c'est de dire l'individu n'est rien. Il appartient à une religion, il appartient à une nation, il appartient à un village, et en tant que tel, ou à une famille, et en tant que tel, il doit se soumettre à ses institutions sociales et ne pas revendiquer pour lui-même quoi que ce soit, en gros. Ça, on va dire, c'est souvent les doctrines un peu traditionnelles, donc l'individu n'existe pas, et au contraire, s'il se démarque, s'il cherche à se démarquer de ces institutions, eh bien, il va détruire l'ordre social. Et puis, vous voyez, à cause de l'émergence de la classe bourgeoise, à cause de la contestation de la religion par le protestantisme, à cause d'autres phénomènes, eh bien, on va finalement se dire que peut-être que libérer l'individu, c'est une bonne chose, et peut-être que, on va dire, la société est meilleure si les individus sont émancipés et libres et responsables. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ces idéologies ne viennent pas forcément par hasard. Donc, la doctrine est en partie le produit du système. Mais on peut aussi dire qu'il y a un autre effet, c'est que le système lui-même est le produit d'une doctrine. Parce que, en particulier dans les sciences politiques et économiques, lorsqu'on pense le monde d'une certaine façon, on va en arriver à certaines préconisations qui, lorsqu'elles seront mises en place, eh bien, vont changer aussi le système économique et les rapports de force. Bon, tout à l'heure, je vous parlais des relations de travail. Et je vous disais que Adam Smith lui-même, bien avant Marx, reconnaissait l'inégalité structurelle dans le rapport salarial. L'employeur, il a plus de pouvoir
que le salarié dans la négociation du contrat de travail. Bon, on peut le constater, et aussi on peut vouloir le changer. Ce qui va se passer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est que un certain nombre de doctrines, même j'ai envie de dire dès le XIXe siècle en réalité, de plus en plus au cours du XIXe siècle, on va dire, des doctrines socialistes vont émerger et gagner en influence. Qu'est-ce qu'elles disent, ces doctrines socialistes? Eh bien, elles disent le rapport capitaliste, le rapport marchand, le rapport salarial, c'est un rapport de domination. Cette domination, elle est préjudiciable à l'ensemble de la société. Et donc, il faut que l'État intervienne pour corriger ce rapport social inégalitaire, notamment dans l'entreprise et dans l'usine. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du droit social. À partir des années 1830 en Angleterre, alors ça va être un droit social qui va être très très léger au début, mais progressivement, en Europe, l'Allemagne étant à ce moment-là un peu leader, dans les années 1880, eh bien on va mettre en œuvre un système social, c'est Bismarck qui va faire ça en Allemagne, mais on va aussi reconnaître les syndicats et avoir un certain nombre de progrès sociaux qui sont directement le produit des doctrines marxistes et socialistes. Ça veut dire que là, on a bien transformé le monde à partir des idées. Donc vous voyez, on a une forme de double dépendance. Les idées sont dépendantes du monde, c'est absolument évident, mais le monde lui-même, il est construit par les idées. Et c'est aussi à peu près évident. Alors bien sûr, cette relation de codétermination entre les idées et le monde, entre le système et les doctrines, eh bien, évidemment, elle est compliquée. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de trancher. Est-ce que c'est le système qui produit les idées ou est-ce que c'est les idées qui produisent le système? On peut dire les deux, c'est ce que je dis, finalement. Mais on peut aussi avoir un prisme privilégié. Et donc là, on a deux oppositions, deux manières d'appréhender la relation entre le monde et les idées, la vision matérialiste et la vision idéaliste. Alors, dans la vision matérialiste, on va essayer de montrer que ce sont souvent les systèmes qui créent la doctrine. Alors ça, c'est typiquement l'approche marxiste, qu'on appelle donc matérialiste. Alors, on peut aller jusqu'au bout en disant qu'il s'agit d'un matérialisme dialectique, mais ne notez pas ça parce que ce n'est pas utile pour l'instant, sauf si vous êtes vraiment intéressé. Vous pouvez taper sur Google matérialisme dialectique, et vous verrez un peu tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect matérialiste de Marx. C'est-à-dire, il considère que, finalement, toutes les pensées, toutes les théories qui existent sont le produit d'intérêts particuliers, d'intérêts de classe. C'est la raison pour laquelle Marx va considérer que l'économie politique, alors peut-être pas celle de Smith en réalité, mais plutôt celle de Ricardo ou de Malthus, c'est ce qu'il appelle l'économie bourgeoise, c'est-à-dire une science bourgeoise. C'est-à-dire qu'en fait, pour Marx, eh bien, elle est le produit d'un intérêt de classe. Finalement, si on a construit l'économie, la pensée économique telle qu'on l'a construite au XIXe siècle, nous dit Marx, c'est parce qu'elle servait un intérêt particulier, l'intérêt d'une classe sociale, et on va dire donc, on en déduit que la pensée est le produit du système, d'accord? C'est-à-dire le produit des intérêts de classe et de l'intérêt de la classe dominante. Alors, c'est un peu ce qu'il dit quand il écrit avec Engels au tout début du manifeste du Parti communiste, d'ailleurs qui est disponible sur Moodle, vous pouvez le trouver facilement sur Google, vous tapez le manifeste du Parti communiste sur Google, vous trouverez le texte intégral, c'est un tout petit livre, bien sûr qui est dans le domaine public, et vous pourrez le lire, le retrouver sur Moodle. Le livre commence par cette phrase célèbre, non, il ne commence pas par cette phrase, elle est au début, mais la première phrase est une autre phrase, il dit « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes ». Alors pourquoi cette phrase elle est intéressante? Parce qu'elle dit, finalement, on apprend l'histoire, vous savez, un peu en cours, avec des événements qui apparaissent, mais il faut comprendre ce qui est derrière ces événements. Et ce qui est derrière ces événements, c'est la lutte des classes. Et en gros, la lutte des classes, c'est les intérêts contradictoires des différentes catégories de la population, d'une société. Et donc, qu'est-ce qui finit par dire? Eh bien, en fait, que tous les événements historiques peuvent se ranger dans le cadre de cette confrontation sous-jacente des classes sociales, qui peut être une confrontation parfois qui peut prendre l'aspect de guerre civile, mais qui très souvent est une confrontation latente des intérêts de classe. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, il considère que la plupart des théories, des idéologies qui émergent dans une société sont en fait le produit de cette lutte des classes. De la même façon que l'histoire. En fait, tout est produit en quelque sorte de cette lutte des classes. Donc, vous voyez, vision matérialiste. Vous pensez être libre dans vos idées, eh bien, en fait, vous n'avez surtout que des intérêts et vous les justifiez à partir des idées. Alors, attention,
l'analyse de Marx est une analyse en termes de catégorie sociale. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus qui peuvent avoir des idées qui sont contre leurs intérêts. On voit ça tout le temps, ça peut exister. Ça ne contredit pas sa théorie. Hein. Le fait qu'il y ait des individus qui aient des théories, par exemple le fait qu'il y ait des bourgeois qui soient marxistes, c'est tout à fait possible chez Marx. D'ailleurs, Engels était un bourgeois marxiste, en l'occurrence, et Marx lui-même n'était pas vraiment un ouvrier. Mais l'idée, c'est en moyenne, voilà, pris à l'échelle globale, il existe des intérêts de classe, et ces intérêts de classe, eh bien, produisent à la fois l'histoire et à la fois aussi les doctrines qui participent à la construction de cette histoire. Et puis, il y a une autre manière d'appréhender les relations entre système et doctrine, eh bien, c'est la relation inverse. C'est-à-dire considérer que ce sont les idées qui sont motrices dans la construction de l'histoire. Ce sont les idées et non les intérêts, en quelque sorte. Et ça, c'est la vision de Max Weber, hein, qui est un sociologue, et qui étudie notamment dans un livre majeur, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est publié en 1904, hein, qui pose la thèse que le capitalisme n'est pas le produit d'un intérêt de classe ou d'un défi de classe, comme le dirait Marx, mais le produit d'idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, eh bien, c'est le protestantisme, nous dit Weber. Hein, alors c'est ce qu'il dit ici, hein, dans cette phrase que je cite, le problème majeur de l'expansion du capitalisme moderne n'est pas celui de l'origine du capital, c'est celui du développement de l'esprit du capitalisme. Pour Weber, le capitalisme, c'est le produit d'un esprit particulier, d'un esprit d'une philosophie, on va dire, d'une doctrine, qui n'est pas forcément l'esprit du capitalisme, c'est pas forcément une doctrine constituée, en fait. C'est, on va dire, une manière de... Ah oui, alors il faut que je fasse... Parce qu'on a du bruit là. Ah, il faut que j'éteigne ça. On aura moins de bruit. Bon, vous entendez les petites vibrations, et c'est à cause de l'éclairage ici. Alors, je reprends. Donc, ce que dit Weber, c'est que l'esprit du capitalisme, en fait, l'idée d'investissement, par exemple, l'idée d'enrichissement, d'investissement dans du capital productif, tout cela, pour Weber, c'est le produit d'une certaine conception du monde qui elle-même est liée à la religion protestante. Alors, c'est tout son travail, hein, de montrer comment est-ce que, finalement, les régions les plus capitalistes sont les régions les plus protestantes, dans lesquelles le protestantisme a eu un rôle majeur dans l'esprit du capitalisme et donc dans le développement capitaliste. Bon, cette thèse, elle est, comme toutes les thèses, comme la thèse de Marx, bien sûr, elles sont tout à fait critiquables. Et bien sûr, comme elle pose un postulat assez extrême, c'est-à-dire... voilà, on a une forme de relation monocausale. Hein. En gros, le capitalisme est lié au protestantisme d'un côté, l'histoire est liée à la lutte des classes de l'autre. Bon, évidemment, tout cela est sans doute un peu simpliste, mais la question n'est pas de savoir si c'est juste ou faux. Bien sûr que c'est en partie faux et en partie juste. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier à partir de là et de choisir un angle pour essayer de comprendre un phénomène. Alors, j'ai essayé de vous montrer dans ces deux premières parties à quoi servait l'économie, hein, donc première partie, hein, à quoi servait l'économie, à comprendre la crise de l'euro et à la crise grecque, c'est quand même utile, et aller au-delà des observations qu'on peut faire ou des théories simplistes qu'on peut avoir qui diraient par exemple que si la Grèce va mal, c'est parce que les Grecs sont des fainéants. Évidemment que si on raisonne comme ça, on ne raisonne pas comme un économiste, donc j'ai essayé de vous montrer comment on pouvait raisonner. Et puis je vous ai aussi ensuite discuté ce que c'est que l'économie, hein, la pensée économique, et on a vu ici que la pensée économique, c'est une pensée qui doit à la fois comprendre le monde et aussi résoudre les problèmes du monde. Et bien sûr que tout cela crée des conflits, parce que bien sûr que toute préconisation qui émane d'un économiste va transformer les rapports de force et la distribution de richesses. Maintenant, je voudrais terminer ce chapitre introductif par une réflexion, hein, qui a été suggérée la semaine dernière par un étudiant qui est venu me voir, sans doute dans l'autre amphi d'ailleurs, pour dire mais l'économie n'est pas une science, donc tout ce que vous dites sur l'objectivisation, etc., tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je vais essayer de vous démontrer que si l'économie est une science, je vais donc commencer par poser la question, mais vous voyez, j'assume déjà l'angle, hein, qui sera plutôt une réponse positive. Ce qui ne veut pas dire, en disant que l'économie est une science, ce qui ne veut pas dire que les économistes ont toujours raison, hein, puisqu'on verra que la science n'a pas toujours raison, justement. Alors, tout d'abord, avant d'arriver à la conclusion
de cette partie, avant de définir en quoi est-ce que d'ailleurs l'économie est une science et en quoi c'est une science qui pose aussi des problèmes, eh bien il faut essayer de commencer par définir ce qu'on appelle science. Alors là déjà on se heurte à un problème, à une difficulté, c'est que il n'y a pas de définition absolument reconnue par tous de ce que c'est que la science. En fait, même la question même de qu'est-ce qu'une science n'est d'ailleurs pas une question scientifique, si je puis dire, c'est une question philosophique, question de définition et de philosophie. Et il existe une branche de la philosophie qui tend à répondre à cette question du caractère scientifique ou pas d'un discours, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, c'est une branche de la philosophie qui essaye de comprendre la science. D'accord ? Alors, on ne va pas faire un cours d'épistémologie, j'en ai fait moi quand j'étais étudiant, j'en ai eu, j'ai même fait un DEA d'épistémologie de l'économie, donc c'est des choses qui me passionnent, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Ce que je vous propose, c'est de sauter un peu toutes ces questions, ces grandes questions sur la nature de la science, qu'est-ce que c'est qu'une science, etc., et d'arriver sur une proposition de définition. Donc je vous propose de commencer par là, de commencer par définir ce que c'est que la science, et voici la définition que je vous propose d'adopter pour répondre à la question de la scientificité de l'économie. La science est un savoir construit à partir d'une méthodologie et de raisonnement rigoureux qui permet d'expliquer et de comprendre les phénomènes observés. Bien sûr, c'est une définition, il y en a d'autres. Je ne cherche pas, encore une fois, il n'y a pas de définition absolument reconnue par tous, mais disons que c'est une définition qui peut être à peu près convaincante. La science est un savoir, d'accord, qui nécessite deux conditions. La première, c'est la rigueur du raisonnement, qui est validée par une méthode qui permet de valider la rigueur du raisonnement. Ça, c'est important. Si on n'a pas de rigueur de raisonnement, voilà, on ne va pas pouvoir faire de science. Mais deuxième élément sur lequel j'insiste, et qui pour moi est un critère extrêmement important, mais là aussi ça peut se discuter, la science est un savoir construit à partir de raisonnements rigoureux qui permet d'expliquer et de comprendre le phénomène observé. C'est-à-dire qu'il faut une observation dans la science. Il faut un lien entre la théorie sur laquelle on va aboutir et l'observation du monde extérieur. Donc il faut quelque part que ce savoir il ait un lien avec le réel. Alors, qu'est-ce que c'est que le réel ? C'est ce qui existe indépendamment du regard qu'on porte sur lui. C'est ce qui existe par lui-même. C'est ce qui a une existence tangible. Alors comment on voit que quelque chose a une existence tangible ? Parce qu'on a des effets du monde réel. Vous voyez ? Si je tape sur ce bureau, bon, il y a bien un effet. Bon, mon poing est arrêté par le bureau. Donc le bureau existe. Voilà. Il fait partie du monde réel. Cet effet, il est mesurable. On peut taper sur ce bureau avec différentes forces. Au bout d'un moment, le bureau va casser. On peut d'ailleurs calculer, c'est ce que font les ingénieurs, à quel moment, quelle force il faut, je vous rassure, je n'y arriverai pas avec mes petits bras, mais quelle force il faut pour casser ce bureau en tapant dessus. Bon, il y a forcément, donc vous voyez, on peut mesurer à la fois qu'il existe un bureau parce qu'il arrête mon poing, et en même temps, on peut aussi considérer que ce bureau, au bout d'un moment, il ne va pas arrêter mon poing si je tape suffisamment fort dessus. Donc vous voyez, là, il existe un objet qui est indépendant de ma volonté, qui a des effets perceptibles, calculables, mesurables, et donc on peut avoir une théorie scientifique qui explique cela, la manière dont réagit le poing et le bureau quand ils sont tapés. Alors, quand je vous dis ça, en même temps, on peut avoir une critique de ce point de vue. On peut tout à fait imaginer que ce bureau n'existe pas, que mon poing n'existe pas, et que je suis en train de rêver que je tape avec mon poing sur ce bureau. Pourquoi pas ? Mais alors, en fait, je ne peux pas avoir la certitude que je ne suis pas en train de rêver. Autrement dit, pour faire référence à un film célèbre,
une série de films célèbres, personne ne peut me démontrer que je ne suis pas dans la matrice. Vous connaissez le film Matrice? Je sais que vous n'étiez pas né quand il est sorti, le premier film, mais c'est un film voilà, qui est un grand classique. C'est l'histoire d'une humanité qui est totalement asservie par des machines, je ne sais plus, oui, par des machines, c'est ça, qui fait que en gros, nous vivons dans un monde qui a été reconstruit, et nos corps véritables, en fait, sont dans des espèces de capsules dont les machines utilisent l'énergie. Bon, c'est amusant parce que ça dit, en fait, tout ce qu'on observe est une illusion, est un rêve, est une construction de la matrice. Il est évident que je ne peux pas, qu'il est impossible de réfuter l'hypothèse que nous vivons tous dans une matrice. Il est impossible d'être certain que vous existez, que j'existe. Ou plus précisément, je peux à la limite penser que j'existe parce que finalement j'ai conscience de moi-même, et donc il y a bien un cerveau derrière ça. Donc ok, mon existence, je l'admets, mais l'existence du monde réel, ça, je peux toujours le contester. Bon, est-ce qu'il existe une expérience scientifique qui permet de démontrer que le monde réel existe? Et par exemple, je peux démontrer que vous existez. Ou vous pouvez démontrer que vos voisins et moi-même j'existe. C'est impossible, parce que même si vous dites, bah, attendez, vous allez voir mon poing dans la gueule, vous allez voir que j'existe, tout ça ne sera qu'un sentiment, qu'une sensation qui, si ça se trouve, est le produit de la matrice et pas du tout le produit de votre poing. Donc vous voyez, tout ça il est impossible de démontrer que le monde réel existe. Voilà. Bon. Pourtant, on vit. Et finalement, on peut poser la question différemment. Que le monde réel existe ou pas, que je sois capable de le démontrer ou pas, ceci n'a pas d'importance. Je vais partir du principe qu'il existe, et partir du principe que ce que je vois, les phénomènes que j'observe, sont le produit de ce monde réel. En gros, je vais faire un acte de foi. Voilà, la réalité existe, un postulat en quelque sorte. Je vais postuler que la réalité existe et que ce que j'observe, ce que je ressens, est le produit de cette réalité et non pas le produit de la matrice. Sinon, je ne m'en sors pas. Donc, on va considérer que cette réalité existe. C'est la seule façon de commencer par faire de la science. Sinon, on ne peut pas faire de science si on n'a pas cette certitude, enfin, pas cette certitude, parce qu'on n'aura jamais la certitude, mais cet acte de foi qui est posé sur le fait que la réalité existe. Bon, donc, je reprends. La science, c'est ce qui permet de comprendre la réalité, ce qui suppose que la réalité existe, d'accord, on est tous d'accord, et ça le fait par un raisonnement rigoureux. Dès qu'on dit ça, on est obligé d'exclure un certain nombre de savoirs de la science. C'est-à-dire tous les savoirs qui ne reposent pas sur l'observation de phénomènes réels ne sont pas de la science. Tous les savoirs qui sont purement abstraits, pour le dire autrement, ne sont pas du domaine scientifique. En gros, le domaine scientifique implique que l'on doit pouvoir faire des expériences, qu'on va pouvoir mesurer des choses. Voilà. Alors, par exemple, la philosophie n'est pas une science. Parce que la philosophie, c'est une construction abstraite. Par contre, c'est un raisonnement rigoureux. Évidemment. Il y a de la rigueur dans le raisonnement philosophique. Mais finalement, le réel philosophique, on ne le perçoit pas. C'est-à-dire que c'est impossible de dire, tiens, j'ai vu une proposition scientifique hier dans la rue. Tout ça est forcément abstrait. Ça ne veut pas dire que la philosophie n'est pas utile. Ce que je suis en train de vous faire, en fait, c'est la philosophie d'ailleurs aussi. L'épistémologie, c'est une branche de la philosophie. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la science. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'utilité, ni que ça ne dit pas des choses importantes. La morale, c'est pareil. Ce n'est pas de la science. Ça ne parle pas du monde réel. Ça parle de nos conceptions du bien et du mal. Ça, c'est de l'abstrait. Pareil. Alors, on peut dire qu'il y a des choses mauvaises qui se passent dans le monde, hein, des choses bonnes. Bien sûr, mais le qualificatif de cette chose, sous forme morale, c'est forcément quelque chose qui est une construction abstraite par rapport à des principes moraux qu'on peut avoir ou pas. Et ces principes moraux sont fondés sur des choses qui ne sont pas de l'ordre du réel. Plus troublant, les mathématiques ne sont pas une science dans ce que j'explique de la définition d'une science. Alors là, ça va peut-être troubler certains d'entre vous, ou même vous n'allez pas être d'accord, mais les mathématiques reposent sur des raisonnements purement abstraits. Il n'y a pas d'expérience mathématique au sens strict. Je veux dire par là que le principe des mathématiques, c'est de créer des raisonnements logiques à partir d'entités abstraites
hein, que sont justement les concepts mathématiques. Par exemple, en géométrie, un cercle parfait existe, un point parfait existe, une droite existe. Mais ces droites, ces cercles et ces points ne sont que des concepts. Vous ne verrez jamais un cercle parfait dans le monde réel. Ça n'existe pas. De la même façon, il n'y aura jamais un point parfait dans le monde réel, puisqu'un point n'a pas de dimension. Mais bien sûr que tout ça est un concept. C'est pareil pour les chiffres. Les chiffres n'existent pas dans le monde réel, ce sont des concepts. De la même façon qu'on a mis du temps avant d'inventer le zéro, par exemple en mathématiques, ou d'inventer des chiffres négatifs, ou des choses comme ça. Hein. Donc on a, ou des chiffres après la virgule, etc., même les opérations des mathématiques. Une chose qui permet de comprendre pourquoi les mathématiques ne sont pas une science, et pourquoi elles ne sont pas liées au réel, c'est bien simplement qu'on n'a pas d'instrument de mesure en mathématiques. On n'a pas besoin de microscope ou de PIB, par exemple, ou de mesurer des choses pour faire des mathématiques. C'est parce que ça ne renvoie pas au monde réel. Alors encore une fois, les mathématiques, tout comme la philosophie, sont extrêmement importantes pour la science. C'est des outils absolument nécessaires. Mais ce sont des outils. Alors là aussi, j'ai eu un grand débat avec un universitaire mathématicien qui m'en a voulu à mort, où je disais que les mathématiques n'étaient pas une science. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de dévaloriser les mathématiques, simplement de dire, voilà, tu fais des mathématiques devant ton ordinateur, voilà, tu pourrais faire des mathématiques chez toi, n'importe où. Tu n'as pas besoin de te confronter au réel, tu n'as pas besoin de faire des enquêtes pour avoir un raisonnement mathématique juste. Donc, contrairement au physicien qui a besoin d'instruments, de microscopes, comment s'appelle, des lunettes d'astronome, enfin, des observatoires pour voir l'espace. Voilà, le physicien, il a besoin de pouvoir, par exemple, quand il a inventé le boson de Higgs, il a fallu faire un grand accélérateur de particules pour pouvoir le découvrir au sens strict, c'est-à-dire le vérifier. Hein, donc les physiciens, le biologiste, ils ont besoin toujours d'un retour au réel. Voilà, vous avez vu. Oui. J'ai une question. Ma question, c'est à partir du moment où vous définissez le réel comme un acte de foi. Oui. Alors je ne définis pas le réel comme un acte de foi. Ma phrase n'est pas bien structurée. Votre réel, sur oui. lequel vous vous basez, oui. pour votre science économique. Genre, c'est pas ma science économique, mais ok, le réel sur lequel je me base. Ok. Pour la science économique. Elle est basée sur, vous l'avez dit, cela suppose un acte de foi. Oui. Le réel, ce réel suppose non. un acte de foi. Non, je n'ai pas dit que le réel suppose un acte de foi, j'ai dit que l'existence du réel suppose un acte de foi. C'est très différent. Et c'est sur cela. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on soit certain que les phénomènes qu'on observe émanent bien du réel et pas simplement de notre imagination. C'est ça que je veux dire. Et on ne pourra jamais en être certain. Par contre, ce réel, il résulte d'un acte de foi. Non, le réel n'existe pas d'un acte de foi. La croyance en réel, c'est un acte de foi. Attention, ne mélangez pas la croyance, la théorie qu'on peut avoir sur quelque chose, et la chose en elle-même. La chose, on part du principe que le réel existe, d'accord? Mais je ne peux pas démontrer que le réel existe. C'est bien cela. Vous dites, on part du principe que le réel existe. Oui. Je ne peux pas démontrer que ce réel existe. Oui. Mais c'est sur ce réel que vous allez baser vos analyses. Évidemment. Évidemment. Mais les phénomènes ne sont pas déterminés par un acte de foi. Les phénomènes sont déterminés par l'observation. Du réel. Oui. Non, bon bref. Attention, vous réfléchirez à ça. Je ne peux pas trop continuer cette discussion, mais concrètement, il y a bien des phénomènes qu'on ressent. Voilà. Encore une fois, quand je tape sur le bureau, mon poing est arrêté. Ça, c'est un phénomène. D'accord? Ce phénomène, il est observable par moi, par vous, par tout le monde. Mais, voilà, on peut toujours dire, si ça se trouve, on est tous en train de rêver. Ou moi, je suis en train de rêver, vous êtes en train de rêver, etc. Et si on part là-dedans, en fait, on fait de la métaphysique, on ne fait plus de la physique. Donc, on ne peut pas rentrer dans ce que je veux dire, voilà, c'est ça que je veux dire, on ne peut pas rentrer dans cette contestation-là, on ne peut pas contester le réel, en fait, quand on fait de la science. C'est plutôt ça que je veux dire. On ne peut pas contester le réel, parce que si on commence par contester le réel, alors on ne fait plus de science. Bon, il y a d'ailleurs des mécanismes, y compris chez les scientifiques, qui visent parfois à contester le réel, hein, d'où parfois certaines polémiques. Et là aussi, on va le voir que s'il y a un problème, c'est que toute observation est interprétable d'une manière ou d'une autre. Mais l'interprétation, vous voyez, vous mettez Didier Raoult dans un mur et vous dites, vous voyez bien qu'il y a une reprise épidémique,
même si vous le contestez, au bout d'un moment, il va finir par dire, au bout d'un moment, on finit par dire, bon, bah, finalement, le réel n'existe pas, point. Voilà, vous avez tort parce que je refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Bon, évidemment, à ce moment-là, on sort complètement de la science. On revient sur l'acte de foi, si je puis dire. On est obligé d'admettre que ce qu'on mesure reflète le réel. Voilà. Sinon, on ne peut plus faire de science. La théologie, pareil, c'est une branche de la philosophie, en fait, la théologie. Et donc, comme la philosophie, ça ne renvoie pas à des phénomènes observables. Donc, le premier aspect, c'est que la science doit partir des phénomènes observables, et donc doit parler de la réalité. Si vous avez un savoir qui ne renvoie jamais à la réalité, aux phénomènes observables, alors on ne peut pas dire qu'il s'agit de la science. Okay ? Mais ça ne veut pas dire que tous ces domaines ne sont pas utiles, tous ces savoirs ne sont pas utiles, au contraire, ils peuvent être très importants. Alors tout ça ne répond pas encore à la question de l'économie telle une science. Je vais y venir. Mais reprenons sur la méthodologie. Comment fait-on pour avoir une méthodologie rigoureuse? Parce que j'ai dit que c'était aussi la deuxième chose. Parce que pareil, on peut parler du réel et dire n'importe quoi. Est-ce que ça sera de la science? Non. Alors, c'est même pas du savoir, j'ai envie de dire. Tout raisonnement faux ne peut pas être du savoir. Alors là aussi, en mathématiques, voilà, c'est clair, les choses sont justes ou fausses, les démonstrations sont valides ou invalides, donc tout ça est assez simple. Mais quand on parle du réel, on a un souci que j'ai développé tout à l'heure, qui est la capacité d'être certain que ce dont on parle émane bien de l'objet qu'on étudie et non pas du ressenti qu'on a par rapport à cet objet. Donc on a besoin d'objectivité, on a besoin d'objectiviser les phénomènes qu'on voit, et donc d'avoir des instruments de mesure qui permettent de mesurer le monde. L'intérêt d'avoir un discours objectif, c'est-à-dire qui parle de l'objet et qui n'est pas déterminé par le sujet, c'est-à-dire par l'observateur, c'est qu'on va pouvoir construire ainsi un discours universel. Et ça, c'est une caractéristique extrêmement importante de la science, c'est l'universalité de ses propositions. Ça veut dire qu'un discours scientifique, comme il a supprimé l'effet du sujet, comme il a supprimé la subjectivité, comme il porte sur un objet, et que cet objet, on admet son existence, eh bien, le discours produit ainsi sera toujours valable pour tout le monde, pour toute société. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les recherches de tout pays, des Chinois, des Indiens, des Américains, etc., des Africains, des Européens, sont intéressantes pour tout le monde. Il n'y a pas une recherche asiatique, une recherche africaine, une recherche européenne. Heureusement. Parce que, justement, tout le principe de la science, c'est être capable de dissocier le sujet de l'objet, et donc de parler véritablement de l'objet. Oui ? Oui. Le caractère important de la science, c'est son universalité, c'est-à-dire qu'elle est valable pour tous et non pas pour moi, parce que justement, on a supprimé l'interférence du sujet dans le discours. D'où l'importance de l'objectivisation, c'est-à-dire d'éviter les ressentis ou les interprétations trop personnelles ou des interprétations qui sont subjectives en fait, qui vont du coup dénaturer le caractère universel de la science. D'où l'importance de cette méthodologie dont je parlais. Cette méthode, elle est extrêmement importante, la méthode scientifique est extrêmement importante, parce qu'elle vise justement à supprimer toute interférence du sujet dans le discours. Là aussi, ce n'est pas toujours facile, parce que même si on a des instruments de mesure, parfois on ne mesure pas tout, parfois la manière dont on a construit les instruments elle-même est problématique, et parfois l'interprétation qu'on peut avoir des phénomènes, eh bien, elles peuvent là aussi varier voilà, en fonction du sujet et de la personne qui interprète. Ce qui permet aussi d'avoir une deuxième caractéristique importante de la science, c'est que la science n'est pas la même chose que la vérité. La science ne dit pas la vérité. Ce n'est pas son but. Pourquoi ? Parce que même si elle émet un discours rationnel, rigoureux, objectif sur des phénomènes observés, une proposition scientifique peut toujours être mise en cause
et ces résultats peuvent toujours être réinterprétés. Il n'y a pas de vérité absolue dans la science. Et là aussi, ça explique un certain nombre de débats. Ça veut dire que simplement, une expérience réalisée qui confirme une théorie, voilà, qui fait que cette théorie, on peut décemment y croire, pourra toujours être révisée en fonction d'une autre théorie. Alors ça ne veut pas dire que l'expérience et la théorie étaient complètement fausses, mais peut-être qu'elle était incomplète. Ou peut-être que la manière dont on analysait les choses était une perspective et qu'il en existait d'autres. Reprenons un exemple célèbre. La gravité a été interprétée de différentes façons. Le même phénomène, observable facilement, une pomme tombe d'un arbre. Bon, on est d'accord, une pomme tombe d'un arbre. Voilà, c'est un phénomène physique, observable, qui existe parce que je considère qu'il existe un arbre et qu'il existe une pomme et que celle-ci tombe et que ce que j'ai vu émane de la réalité. Bon. Avant Newton, comment on expliquait ce phénomène? On disait que la pomme tombait de l'arbre parce que, par exemple, pourquoi la pomme tombe de l'arbre et la fumée s'élève? Vous voyez, c'est pas si simple de dire tout objet tombe. Non, il y a des objets qui ne tombent pas, la fumée s'élève. Et il y a des objets qui tombent. Alors comment on expliquait? On expliquait qu'il y avait des catégories d'objets différentes, certains qui étaient attirés par le ciel et d'autres qui étaient attirés par la terre. Bon. C'était vrai. La théorie correspondait au phénomène observé. Elle n'était pas fausse en elle-même. Il y a bien des objets qui montent et des objets qui tombent. Mais ça voulait dire quand même que les lois étaient différentes selon qu'on observe la fumée ou la flamme, ou l'air chaud, ou selon qu'on observe la pomme. Voilà. Il y avait des objets, des catégories d'objets qui faisaient autre. Voilà, par exemple, il y avait des choses qui flottaient et des choses qui tombaient au fond de l'eau. Pareil. Pourquoi ceci? Eh bien, parce que voilà, on n'avait pas forcément d'explication, parce que tel type d'objet était attiré par le fond, par la terre, et puis d'autres étaient attirés par le ciel. Bon, c'était pas faux, mais le problème c'est que c'était une interprétation extrêmement simple. Et donc Newton arrive, et lui, il a une théorie générale, universelle de la gravité. Il y a une constante gravitationnelle, il y a voilà, et donc il y a des phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que non seulement la pomme tombe par terre, mais pourquoi est-ce que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Ouais, grande avancée de Newton qui permet d'expliquer le mouvement des astres et en même temps d'expliquer pourquoi la pomme tombe et en même temps d'expliquer pourquoi est-ce que la fumée ne tombe pas. Bon, théorie qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais malgré tout, cette théorie était pas totalement complète. Il y avait des phénomènes qu'on ne comprenait pas, notamment dans, je crois, c'est dans la rotation autour du Soleil de Vénus. Il y avait des petits problèmes dans la théorie de Newton. Et on ne savait pas l'expliquer. Est-ce que c'était l'observation qui n'était pas bonne, ou est-ce que c'est la théorie qui n'était pas bonne? Comme la théorie marchait pour tout quasiment, sauf pour Vénus, on disait, bon, ça doit être l'observation qui n'est pas bonne. Peut-être que nos instruments de mesure ne sont pas bons. Et puis là-dessus apparaît une autre théorie, la théorie d'Einstein, qui dit que la gravitation, comprise comme Newton comme un phénomène d'interaction des masses, eh bien en fait peut être interprétée autrement comme une déformation de l'espace-temps. Et là, on refait des calculs, et là, bing, on arrive à tout trouver, y compris les observations de Vénus qui ne marchaient pas. Je crois que c'est Vénus, mais vous trouverez ça sur Wikipédia, le corps qui était problématique. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de vérité absolue, en fait, rarement de vérité absolue en science. Il y a des découvertes. C'est d'ailleurs le cœur de la science, c'est de découvrir la vérité, donc de comprendre un phénomène qui existe indépendamment de celui qui regarde. Mais déjà, dans la manière dont on interprète ces découvertes, eh bien, on peut évoluer. Et on va dire que la théorie d'aujourd'hui peut être toujours remise en cause par une théorie de demain. Donc, finalement, la science, qu'est-ce que c'est? C'est un état de l'art. C'est un savoir, alors j'ai dit qu'il était valable pour tous et de tout temps. Donc, alors là c'est pas très bien écrit, il faudrait que je change cette diapo, mais un savoir qui est valable aujourd'hui compte tenu de nos connaissances actuelles. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un savoir universel, ça veut simplement dire qu'on peut réinterpréter les résultats d'aujourd'hui autrement avec d'autres théories qui viendront peut-être plus tard. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, eh bien, on peut comprendre, on essaye en tout cas de comprendre les phénomènes observés.
Alors, à la différence de la doctrine, le savoir scientifique se limite à un discours positif. On décrit les choses, on décrit les phénomènes, on essaie de les comprendre, mais on ne va pas, dans la science en général, proposer des solutions à des problèmes. Ça, on va voir que ça va apparaître dans certaines disciplines scientifiques, mais on va dire dans celles qui visent à transformer le monde, à agir sur le monde. Si on prend là aussi l'astronomie, la physique ou même la biologie, il n'y a pas derrière la description et le savoir qui est proposé l'idée que les atomes devraient se comporter différemment ou que les nénuphars devraient croître à un rythme plus faible. Il n'y a pas de proposition de changement des règles, des règles du monde tel qu'il fonctionne. On va juste décrire et essayer de comprendre les phénomènes. Ça, on va le retrouver aussi en biologie, aussi en médecine et aussi, par exemple, en économie. Mais la différence, c'est qu'en économie et en médecine, on va aussi chercher à avoir un discours normatif. Que faut-il faire pour améliorer les choses? Et donc là, du coup, on va rajouter à la pensée scientifique un aspect normatif, mais qui n'est pas le propre de la science. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que concrètement, a priori, la science, c'est d'abord d'écrire les choses, mais ensuite comment agir sur le monde, ça va dépendre de certaines disciplines dans lesquelles l'action est possible et pas d'autres. On peut aussi considérer, par exemple, que la différence entre un scientifique et un ingénieur, c'est justement cela. C'est-à-dire que le scientifique, il va essayer de décrire les théories, par exemple de la gravité, essayer de comprendre la raison pour laquelle certains matériaux sont plus résistants que d'autres, etc. Donc il va faire de la science, il va découvrir un savoir. L'ingénieur, lui, il va avoir plutôt tendance à mettre en application ce savoir pour essayer d'envoyer une fusée sur la Lune. Et dans ce cas-là, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir un discours, une approche beaucoup plus normative. Lui, il va dire, ben voilà, si vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, il va falloir utiliser tel ou tel matériel, il va falloir faire telle ou telle poussée. Voici les solutions que je préconise pour que la fusée s'envole et aille sur la Lune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on distingue l'ingénieur du physicien, mais on ne distingue pas toujours l'économiste scientifique et l'économiste ingénieur. Et donc, voilà. Alors, or, il y a un aspect qui est spécifique dans l'idée de transformer les mondes ou de produire des normes et dans l'idée de comprendre simplement le monde. Si je reprends par exemple l'historien, lui, il ne va pas chercher à changer l'histoire. Donc, lui, il va avoir un aspect purement descriptif et donc avoir un discours uniquement positif. Il ne va pas avoir un discours normatif, voilà, a priori. Donc, vous voyez, par exemple, c'est pas parce qu'une science est humaine qu'elle est normative. Elle peut être humaine sans être normative, comme l'historien. Et en même temps, on peut avoir une science comme la médecine, qui est une science, qui a un discours positif, une description des maladies, voilà, des phénomènes observés, et en même temps qui va aussi chercher à soigner les gens. Donc, on va avoir les deux discours qui vont se mêler. Bon, pour conclure cette diapo, et puis vous aurez 10 minutes de pause. La science, en tant que telle, je veux dire, au sens le plus au cœur de ce qu'elle fait, elle ne cherche pas à dire le vrai, elle ne cherche pas à dire le bon, elle cherche juste à comprendre les phénomènes observés. C'est ça le cœur de la science. Après, à partir de ce discours scientifique, on va parfois chercher le bon ou le vrai. D'accord ? Mais ça, on va dire que c'est un peu en dehors de son champ. C'est-à-dire que ça va plutôt être l'aspect normatif. Et ça va plutôt être parfois des interprétations de la science. Ok ? On fait 10 minutes de pause, et si vous n'avez pas pris de TD0, j'en ai ressorti ici sur le bureau. Alors, autre question bien sûr extrêmement importante dans la science, c'est bien sûr la méthode. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méthode rigoureuse? Comment on va déterminer que telle méthode est bonne ou non? Alors, tout d'abord, bien sûr qu'il faut des raisonnements qui soient valides. Et les raisonnements valides, eh bien, c'est des raisonnements qui sont fondés, on va dire, sur une forme de logique et qui évitent ce qu'on appelle les sophismes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sophisme? Eh bien, c'est des raisonnements qui parfois paraissent logiques, paraissent rigoureux, mais qui ne le sont pas. Et alors, là, je vous invite, alors je ne vais pas pouvoir y aller maintenant parce que malheureusement, le PowerPoint est enregistré et que je ne peux pas accéder sur Internet dans le cadre dans ce cadre-là. Mais je vous ai mis un lien vers un certain nombre de sophismes
qui existent. Alors un exemple célèbre, eh bien c'est un mauvais syllogisme. Alors un syllogisme, c'est la chose suivante. Un syllogisme, c'est les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel. Ça, c'est un syllogisme qui est rigoureux, qui est vrai. Concrètement, le raisonnement est valide. Pourquoi le raisonnement est valide? Parce que si tous les hommes sont mortels et que moi je fais partie de ce sous-ensemble d'hommes, c'est-à-dire je suis un être humain, eh bien la conclusion que je suis mortel est évidente. D'accord? C'est ce qu'on appelle les raisonnements par syllogisme. C'est extrêmement important, ce genre de raisonnements. Ils sont très utiles justement pour construire un savoir scientifique. Par contre, un mauvais syllogisme, c'est celui-ci. Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Pourquoi c'est un mauvais syllogisme? Parce que, en fait, il fait semblant de ne pas comprendre que la catégorie chat est inclue dans la catégorie mortel, mais la catégorie mortel n'est pas inclue dans la catégorie chat. C'est-à-dire que tous les mortels ne sont pas des chats. Le fait que tous les chats soient mortels ne veut pas dire que tous les mortels sont des chats. Et cette erreur de raisonnement ici, eh bien, elle n'est pas forcément visible quand on ne réfléchit pas trop et qu'on lit ça comme ça. Et donc ça, c'est un sophisme. Donc ça a l'air d'être vrai et en fait c'est faux. Alors évidemment, dans l'exemple, c'est évident que c'est faux. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile de répertorier les mauvais syllogismes. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de relation cause à effet. Prenons un syllogisme récent que j'ai entendu parfois, que j'ai lu parfois sur les réseaux sociaux. Enfin, pas un syllogisme, pardon, un sophisme que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Tous les pays qui ont confiné sont les pays où la maladie, le Covid, a fait le plus de morts. Donc, le confinement a entraîné des morts. Et n'a pas sauvé de vie. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce que le problème, il est qu'on fait comme si l'interprétation de la cause et de l'effet était évidente alors qu'elle ne l'est pas du tout. Je veux dire par là que si les pays ont confiné, c'est une décision qu'ils ont prise, c'est parce que justement il y avait des morts. C'est-à-dire que la cause et la conséquence n'est pas celle qui est dite ici. C'est-à-dire c'est pas le confinement qui a entraîné des morts, c'est les morts et la perte de contrôle de l'épidémie qui ont entraîné le confinement. Donc effectivement, on a une corrélation, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde, c'est vrai, là où on a le confiné, il y a eu plus de morts, mais la conclusion logique de cela n'est évidemment pas que c'est le confinement qui a entraîné des morts, mais que c'est plutôt l'inverse, que c'est les morts, ou plutôt la perte de contrôle de l'épidémie, le fait qu'il y avait des taux de contagion extrêmement importants, que les hôpitaux étaient sur le point d'être saturés, qui a entraîné le confinement. Donc ça n'empêche pas ce sophisme d'être répandu, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais bien sûr que c'est un sophisme, c'est-à-dire que c'est un faux raisonnement qui n'est pas valide, puisqu'il confond la cause et la conséquence. Et là aussi, ça permet aussi de comprendre qu'en général, y compris en économie et dans d'autres sciences, la corrélation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait deux phénomènes qui apparaissent en même temps, qui évoluent dans le même sens, ne veut pas forcément dire que l'un est la cause de l'autre. Il peut y avoir une troisième cause, et surtout, ne dit pas quelle est la nature de la relation entre les deux phénomènes. Parfois c'est évident, parfois ça ne l'est pas. Là, cette histoire de confinement, ça n'est pas forcément évident d'ailleurs. Là aussi, il faut revoir un peu les choses, il faut aller un peu plus dans le détail, parce que la corrélation est claire. C'est vrai que les pays qui ont le plus confiné, c'est le pays où il y a le plus de morts, mais cette corrélation ne veut absolument pas dire que la relation de cause à effet va du confinement, qui est la cause, et les morts qui sont la conséquence. Ça peut évidemment être l'inverse, et en réalité, c'est l'inverse. Comment fait-on, du coup, pour raisonner? Là, il faut évidemment éviter les sophismes. Là aussi, je vous invite encore une fois à aller sur la diapositive, à cliquer sur le lien, vous verrez, c'est amusant. Il y a tout un ensemble de sophismes qui sont répertoriés. Mais une fois qu'on dit qu'on évite les sophismes, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Le problème du discours scientifique, c'est que, d'à part sa nature même, le discours scientifique doit être lié aux phénomènes observés. C'est-à-dire qu'il faut un lien entre le discours et la réalité observée. S'il n'y a pas de lien entre le discours et la réalité observée, on n'est plus dans la science, on est dans la métaphysique. Comment fait-on ce lien? En fait, il y a deux manières de faire ce lien. La première, c'est ce qu'on appelle le raisonnement inductif, et le deuxième, c'est le raisonnement déductif. Alors, l'induction, c'est une manière de faire de la science qui consiste à partir de l'observation des phénomènes pour en inférer une proposition scientifique. L'induction, c'est je construis ma proposition scientifique
à partir de l'observation des phénomènes. Je constate, voilà, par exemple, je regarde, je fais des observations, je regarde les différentes observations. Je regarde par exemple que la pomme tombe de l'arbre. Voilà, je fais une observation, elle tombe de l'arbre, ok, elle tombe de l'arbre 2 fois, 3 fois. Je mesure la vitesse avec laquelle elle tombe, je vérifie que cette vitesse est la même tout le temps. Je peux même vérifier que le vent dévie légèrement la trajectoire de la pomme, etc. Et bien après ça, boum, j'arrive à la théorie de Newton. D'ailleurs, on voit très bien le problème. C'est qu'à partir de la même observation, je vois que la pomme tombe de l'arbre, je peux tout aussi bien arriver à la conclusion de la théorie de Newton, comme je peux arriver à la conclusion que la pomme a une relation de sympathie avec la Terre. Dans les deux cas, mes théories sont vérifiées. Et donc, l'une des limites de l'induction, c'est justement que parfois, elle n'est pas très créative. Elle mesure des relations de cause à effet, mais elle n'explique pas toujours ces relations de cause à effet. Cause, la pomme, je lâche la pomme, effet, la pomme tombe. Bon, est-ce qu'à partir de ça, je peux faire de la science? Peut-être, mais pas toujours. Ou en tout cas, ça ne dit pas quelle théorie va expliquer ce phénomène. Alors du coup, on a une autre manière de faire de la science, c'est la déduction. La déduction, c'est en fait une approche un peu différente. On part de la théorie, on construit un modèle théorique qui peut être, qui est construit de fait par son imagination. Hein. On imagine quelque chose, on imagine une théorie, et ensuite on va en déduire donc à partir de cette théorie un certain nombre d'hypothèses et un certain nombre de résultats théoriques là aussi, des conséquences. Et on va ensuite vérifier par l'expérience si ces résultats sont avérés. Et dans ce cas-là, on va chercher à valider la théorie par des expériences. Et donc la déduction, eh bien, c'est une démarche qui est un peu inverse à l'induction, c'est-à-dire c'est une démarche qui part de la théorie et qui va ensuite vers l'expérience. Alors, en réalité, aujourd'hui, la science se fait plutôt par déduction que par induction. Alors ça aussi, on peut le voir assez fréquemment, puisque très souvent, les théories précèdent les expériences. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, on a découvert les ondes gravitationnelles qui ont été postulées par la théorie de Einstein. Bon. C'est donc pas qu'on a raisonné par induction. On n'a pas d'abord constaté les ondes gravitationnelles et ensuite créé une théorie pour les expliquer. Ce qui s'est passé, en l'occurrence, c'est exactement l'inverse. On a d'abord créé une théorie et ensuite on a cherché à mesurer si, par expérience, on pouvait les retrouver. Pourquoi c'est compliqué? Parce que les ondes gravitationnelles sont extrêmement difficiles à détecter. Et que si on a pu les détecter que parce qu'on a construit l'instrument pour le faire, et on a pu construire l'instrument que pour le faire que parce qu'on avait d'abord la théorie qui expliquait ce phénomène. Hein, donc, alors, même chose pour le boson de Higgs, hein, qui est une particule élémentaire qui détermine la masse. Elle a été postulée par la théorie, par X, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, et le boson de Higgs n'a pu être trouvé, détecté dans la réalité que bien après, lorsqu'on a créé un instrument énorme, un synchrotron, pour essayer, un accélérateur de particules, pour essayer de le détecter. Hein, donc là, c'est pareil. L'accélérateur de particules, il a d'autres fonctions. Heureusement, on n'a pas fait ça que pour le boson de Higgs, mais on a dû faire un accélérateur de particules particulier pour réussir, avec beaucoup d'énergie, pour réussir à détecter. Donc vous voyez, très souvent, hein, ce qui se passe, c'est que la relation théorie-phénomène observé ne part pas des phénomènes vers la théorie, mais plutôt souvent maintenant de la théorie vers le phénomène. Bon, alors là-dessus, eh bien, on a de nombreuses approches scientifiques qui sont développées par justement les épistémologues, donc ces philosophes qui réfléchissent à la science, à la manière d'en faire correctement. Et il existe donc de nombreux débats méthodologiques sur qu'est-ce que c'est que la science et comment on en fait. Et donc là aussi, je ne vais pas revenir sur ces débats parce que ça demanderait un cours particulier complètement. Mais je vais vous proposer une approche méthodologique scientifique qui est la plus citée aujourd'hui, encore aujourd'hui, car on va dire la théorie la plus classique, qui émane de l'Autrichien Karl Popper, hein, qui est né en 1902 et mort en 1994, et qui avait recommandé une certaine méthode scientifique. Alors, premièrement, Popper, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure,
refuse l'induction. Dit la démarche scientifique ne peut pas être uniquement fondée sur l'observation des phénomènes. Pourquoi? Parce que l'observation des phénomènes, finalement, est toujours incomplet. C'est-à-dire qu'on va regarder une pomme tomber, voilà, plein de fois, 10 fois, bon, on pourra continuer de faire des observations de pommes tombées. On ne saura jamais si on a vu toutes les pommes tomber, on n'a pas oublié un phénomène qui aurait pu être nouveau. Donc en fait, l'observation n'est jamais complète. On peut faire 1000 fois, 1 million de fois l'expérience. Imaginez un phénomène qui arrive que une fois tous les millions. Bon, il faudrait faire, pour le détecter, il faudrait faire en moyenne 1 million de fois l'expérience, voire peut-être plus. Bon, il est évident que, et on ne peut jamais être sûr qu'il n'y a pas un phénomène comme ça qui apparaît très 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 rarement, qu'on ne verra jamais. Donc si on passe son temps à faire des expériences, on ne saura jamais si on a fait suffisamment d'expériences pour valider la théorie. Bon, puis par ailleurs, les phénomènes sont toujours biaisés par l'interprétation qu'on en a. Tout à l'heure, je vous disais, une pomme qui tombe ne dit rien sur la théorie qui explique la pomme tombée. Elle va valider aussi bien la théorie de la sympathie de la pomme pour la Terre que la théorie de Newton, que même la théorie d'Einstein. Toutes ces théories expliquent pourquoi la pomme tombe. Bon, autrement dit, un fait ne parle pas tout seul. Un fait, il a besoin d'être interprété, et c'est pas parce qu'on l'observe qu'on arrive à le comprendre. Autrement dit, toute observation présuppose une manière de l'interpréter et de se représenter le phénomène. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Voilà, j'ai pris l'exemple de la gravitation. Les phénomènes sont toujours quelque part intégrés dans un cadre interprétatif qui est lui-même une construction théorique. Autrement dit, si on attend des faits qu'ils parlent d'eux-mêmes, si on attend des faits qu'ils construisent eux-mêmes une théorie, on risque d'être déçu. On a besoin d'avoir un cadre interprétatif pour analyser le phénomène et donc de construire d'abord la théorie pour donner du sens au phénomène qu'on étudie. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont incomplets. On ne pourra jamais faire une expérience complète. On ne pourra jamais reproduire l'expérience une infinité de fois parce que l'infini est impossible et inaccessible. Alors, un exemple classique qui est l'expérience de la manière de penser de la dinde de Noël. Imaginons une dinde, c'est une expérience très connue. Imaginons une dinde qui est achetée par un paysan le 1er décembre. Au début, elle a très peur. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il m'a acheté? Pourquoi je suis dans ce nouvel environnement? Qui est-il? Est-ce qu'il est agressif avec moi? Qui ça peut être? Bon, elle a très peur. Et puis elle va voir que le premier matin après son achat, elle arrive dans la ferme, et bien le premier matin, que fait le fermier? Eh bien il la nourrit. Ah, chouette, super. Le deuxième matin, il la nourrit. Progressivement, tous les matins, il voit que le fermier la nourrit, et donc progressivement, elle est de plus en plus confiante, et elle est de plus en plus persuadée que ce fermier qui l'a acheté, eh bien c'est son bienfaiteur. Et donc, elle va vivre comme ça, par induction, elle en déduit l'hypothèse, elle infère l'hypothèse que ce fermier lui veut du bien et que cette hypothèse, eh bien, elle est renforcée par le fait que tous les matins, le fermier la nourrit. Évidemment, c'est vrai le premier matin, c'est vrai le deuxième matin, etc., etc. Et puis, le 24 décembre au matin, le fermier, il arrive avec une hache, et là, il la tue et il la fait rôtir. Si la dinde avait été déductive, avait appliqué un raisonnement déductif, eh bien, elle aurait peut-être pu émettre l'hypothèse que si on la nourrissait, ce n'était pas juste parce qu'on voulait du bien, mais c'était simplement parce qu'on voulait l'engraisser pour la manger plus tard. Et donc, la dinde, adepte de l'induction, est passée à côté d'une théorie qui reposait sur son imagination, plutôt que sur les phénomènes observés. Bon, on a aussi le livre de Taleb, Le signe noir, qui un peu repose sur le même modèle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de signe noir? C'est l'idée que si on regarde autour de nous, en Europe, les signes, on va s'apercevoir qu'ils sont tous blancs. On va finir par émettre l'hypothèse, inductive là aussi, que tous les signes sont blancs. En réalité, si vous avez un jour l'occasion d'aller en Australie, vous verrez qu'aux antipodes, les signes sont noirs.
Donc il existe des signes noirs. La théorie des signes blancs était vraie dans notre environnement immédiat, par notre observation immédiate. Mais on pouvait tout à fait imaginer un signe noir, et ce signe noir, eh bien, en fait, il existait. Qu'est-ce que veut dire Taleb à partir de là? Il veut dire que si on passe son temps à juste construire des théories à partir de la simple observation, on écarte l'hypothèse qu'il peut exister des phénomènes rares qui peuvent totalement remettre en cause nos théories. Alors, l'une des choses qui est intéressante en économie, c'est justement l'idée de jusqu'ici tout va bien, la bourse fluctue, voilà, sans crise majeure, donc il n'y aura jamais de crise majeure. C'était vrai pendant 10 ans, 20 ans, etc. Et puis un jour, boum, il y a une crise majeure. Et ça, on n'était pas prêt. C'est l'idée du signe noir. Boum, un signe noir. Bon. Tout entendu, on ne peut pas construire une théorie uniquement à partir des observations. Voilà. Ça ne suffit pas pour construire une théorie. Voilà. Donc l'induction est incomplète. L'induction ne permet pas d'imaginer à elle seule des phénomènes extrêmes qui arrivent très rarement. Et c'est le problème, c'est que ces phénomènes très extrêmes qui arrivent rarement sont parfois les plus importants à prédire et à comprendre. Bon, donc l'induction n'est pas une bonne méthode scientifique, elle limite beaucoup trop l'imagination, la capacité de construire des théories, et surtout, elle a tendance à passer à côté des phénomènes très rares qui peuvent apparaître et qui sont nécessaires d'anticiper. Alors, quelles sont la bonne démarche, nous dit Popper? Eh bien, il faut donc une démarche hypothético-déductive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut une démarche scientifique qui parte d'hypothèses bien identifiées, et qui construisent à partir de cette hypothèse un modèle théorique qu'on va chercher a posteriori à relier aux faits. Au final, peu importe que les hypothèses soient crédibles ou non, qu'elles soient ce qui apparaît le plus évident, on peut être extrêmement créatif dans le choix de ces hypothèses. Par exemple, encore aujourd'hui, en sciences physiques, on a des modèles pour expliquer les phénomènes des particules, les phénomènes physiques, avec des théories avec 10 dimensions, 12 dimensions. Hein, vous savez qu'en général, il y a 3 dimensions physiques plus le temps qui fait un univers à 4 dimensions, c'est ce que disent les physiciens. Mais parfois, comme ils ont du mal dans cet univers à 4 dimensions à comprendre certains phénomènes, bien, il y a des physiciens qui inventent des univers à 10, 12, 15, 20 dimensions pour essayer de comprendre d'autres choses. Bon, ça c'est complètement créatif. Jamais on a réussi à mesurer le nombre de dimensions de l'univers, parce que simplement, une autre dimension que la nôtre est en fait impossible à mesurer. Bon, Popper nous dit, voilà, n'hésitez pas à faire des hypothèses comme ça. Ce qui compte après, c'est qu'on soit créatif dans la construction de notre théorie et qu'on puisse de toute façon revenir ensuite à l'expérience. Ce retour à l'expérience, c'est ce qui va être extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, soyez libre dans la constitution de votre théorie, laissez votre imagination. Par contre, si vous voulez vraiment faire de la science et pas de la métaphysique, il faut bien sûr revenir au réel. Alors il y a là aussi un petit lien sur la diapo que je vous inviterai à cliquer sur qui est Popper, un petit résumé de la pensée de Popper. Bon, alors comment fait-on pour revenir au réel? Alors Popper nous dit, en fait, le retour au réel d'une théorie scientifique, il ne peut pas reposer sur le validisme, c'est-à-dire l'idée de valider la théorie par l'expérience. Pourquoi? Parce que, en fait, on va se trouver devant un même problème que pour l'induction. Combien faut-il d'expérience pour valider la théorie? 1, 2, 10, 15, 20, 100 impossible à dire parce que les expériences, par nature, elles ne sont jamais complètes. Donc l'idée qu'une théorie est scientifique uniquement si elle est validée par l'expérience, c'est pas toujours, nous dit Popper, alors là-dessus il est critiqué d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais c'est pas toujours un critère suffisant pour être capable de dire cette théorie est scientifique ou non. Ce qu'il faut, nous dit Popper, c'est ça son originalité, c'est que la théorie émise par l'imagination, créée par l'imagination, soit non pas falsifiée, mais falsifiable ou réfutable. C'est ce qu'on appelle le critère de falsifiabilité ou le critère de réfutabilité. Alors, je vais expliquer, parce que ça paraît un peu contre-intuitif cette histoire. J'ai une théorie. Les signes sont blancs.
cette théorie est-elle scientifique? Certaines personnes disent, oui, regardez, j'observe dans la réalité, les signes sont blancs. Donc la théorie est scientifique. Erreur, dit Popper. Là, vous êtes en train de regarder tous les signes pour voir s'ils sont blancs, pour essayer de vérifier la théorie et vérifier qu'elle est scientifique. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Une théorie est scientifique que parce qu'il est possible de la falsifier. C'est-à-dire qu'il est possible de voir un signe noir, et dans ce cas-là, si on aperçoit un signe noir, alors la théorie sera fausse. Donc, une théorie scientifique doit se confronter aux faits et prendre le risque d'être falsifiée par l'expérience. C'est parce qu'elle prend le risque d'être falsifiée par l'expérience que, en fait, elle est de nature scientifique. Alors là aussi, on peut revenir sur le discours qu'on disait sur qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas. La philosophie, ce n'est pas scientifique parce qu'il n'existe pas d'expérience possible à faire pour invalider une théorie philosophique. Parce que la philosophie ne parle pas des faits, en fait. Même chose pour les mathématiques. Une démonstration juste est juste, indépendamment des faits. Et elle ne sera jamais invalidée par une expérience, parce qu'elle ne relève pas de l'expérience et du champ expérimental, les mathématiques. Bon, par contre, comme la science est liée forcément au monde réel, elle produit un discours sur le monde réel, alors il faut qu'elle soit confrontée à la réalité. Le problème, c'est que parfois, nous dit Popper, certains scientifiques font tout pour éviter la confrontation avec la réelle. Ils vont produire des savoirs scientifiques qui, sous couvert de parler du réel, vont être formulés de telle manière qu'on ne pourra jamais les trouver invalidés par les phénomènes, par les phénomènes observés. Si on n'est pas capable de faire une expérience pour démontrer qu'une théorie est fausse, nous dit Popper, alors c'est que cette théorie, elle n'est pas scientifique, elle ne relève pas de la science. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Si je dis, par exemple, Dieu existe, est-ce qu'il est possible d'établir une expérience qui prouvera la non-existence de Dieu? Non. Donc, ça ne relève pas, cette proposition ne relève pas de la science. Ça relève de la métaphysique. Si je dis, demain, il ne pleuvra pas sur Angers. Alors là, on a une expérience qui va être claire, c'est demain, on verra, on mettra un pluviomètre ou un détecteur de pluie, puis on verra si le détecteur il enregistre de la pluie. Deux choses l'une, soit le détecteur enregistre de la pluie, et dans ce cas-là, la proposition sera fausse, soit il n'enregistre pas de la pluie, et dans ce cas-là, la proposition sera vraie. Donc cette proposition, demain il ne pleuvra pas sur Angers, est falsifiable, elle est réfutable par l'expérience. Donc c'est une proposition scientifique. Si je dis par contre, demain, il y a 99% de chances pour qu'il pleuve sur Angers. Alors là, j'arrive à un problème. Alors c'est là que justement, vous voyez que le discours scientifique peut s'exonérer de la capacité à être réfuté. Parce que quoi qu'il arrive demain, imaginons que demain il pleuve. Alors on dira, regardez, j'avais raison. Il y avait 99% de chances qu'il pleuve demain. Donc mon discours est validé. Mais maintenant, imaginons que demain il ne pleuve pas. Alors là, je dirais, vous voyez, j'avais raison. J'avais dit qu'il y avait 1% de chance pour qu'il ne pleuve pas. Et donc ma théorie est validée. Quoi qu'il arrive demain, j'ai toujours raison. Là, on pourrait considérer que ce n'est pas un discours scientifique au sens de Popper, parce que, en fait, quoi qu'il se passe demain, eh bien, on a toujours raison, on est irréfutable. Une proposition irréfutable, c'est une proposition, pour Popper, qui ne se confronte pas aux faits, qui n'accepte pas de prendre le risque de se confronter aux faits, et donc, du coup, qui ne relève pas du savoir scientifique. Même s'il y a 99%, on a l'impression que ça fait de la science, mais en fait, ça ne l'est pas. Maintenant, si je vous dis, en moyenne, il pleut 1 jour sur 5 à Angers. Est-ce que ça, c'est réfutable ou non réfutable? Là, je ne vous dis pas demain, il y a 20% de chances qu'il pleuve à Angers. Je vous dis en moyenne, il pleut 1 jour sur 5 à Angers. Ça, c'est tout à fait réfutable. C'est réfutable parce qu'on peut faire une expérience sur plusieurs jours, bien sûr, sur 1 an ou 2 ans, et puis on peut regarder si on s'approche de 20% de jours de pluie. On sait que les statistiques, bien sûr, ça ne sera pas 20,00, parce que, évidemment, toute expérience statistique implique un hasard, une incertitude.
Mais on peut tout à fait, dans le cadre de l'incertitude statistique, on peut tout à fait déterminer si cette proposition est vraie ou non. Donc là, on a bien quelque chose qui est réfutable. Bon, prenons deux propositions économiques. Les 35 heures ont créé de l'emploi. Affirmation, réfutable ou irréfutable? Ben ça, en fait, c'est compliqué, parce que justement, le problème en économie, c'est qu'on a du mal à faire des expériences, et que, mettons qu'on fasse une loi sur les 35 heures. On l'a fait, cette loi sur les 35 heures. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu création d'emplois ou non? De fait, la mise en place des 35 heures, c'est avec deux lois, une en 1998 et une en 2000. Et si on regarde la création d'emplois entre 1998 et 2001, on s'aperçoit qu'elle est positive. Mais est-ce que ça veut dire que la création d'emplois, elle est liée aux 35 heures? Est-ce que les deux phénomènes qui arrivent en même temps ont une relation de cause à effet? Eh bien là, les choses sont plus compliquées. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'on ne peut pas renouveler l'expérience. On ne peut pas avoir, il faudrait, pour être capable d'être certain, il faudrait avoir un groupe, un pays, la France, en gros, il faudrait dédoubler la France. Il faudrait que dans un pays, on crée les 35 heures, et puis dans l'autre pays, on ne crée pas les 35 heures, et puis on regarde le taux d'emploi à la fin. Mais ça malheureusement, c'est pas possible. D'où, vous voyez, dans les sciences dures, en médecine, par exemple, quand on veut vérifier qu'un médicament soigne, on fait ce qu'on appelle une expérience en double aveugle. On prend un groupe de gens à qui on va donner un placebo, et un groupe de gens similaires, avec une taille suffisante, bien sûr, avec lequel on va donner le médicament qu'on veut tester. Mettons 50 personnes ou 100 personnes à qui on va donner un placebo, et 100 personnes, évidemment avec les mêmes caractéristiques physiques, hein, ça veut dire globalement le même âge dans le groupe, le même taux de femmes et d'hommes, etc. Hein, et on va leur donner les médicaments. Et ensuite, on va voir lesquels guérissent le plus vite. Ça, c'est comme ça qu'on fait de la médecine et qu'on valide les protocoles de médicaments. Si on ne fait pas ça, on ne peut jamais être certain que ce qui a guéri les gens, c'est le médicament ou c'est simplement qu'ils ont guéri tout seuls. Pourquoi d'ailleurs on met un placebo? Parce qu'il y a un effet placebo. Parce qu'on s'aperçoit que quand on donne un placebo à des gens, sans aucun. Mais en fait, les gens guérissent plus vite. Donc pourquoi en double aveugle? Parce que même les médecins, quand ils savent s'ils donnent un placebo ou un médicament, eux-mêmes, ils peuvent avoir tendance à biaiser l'étude. Donc on est obligé d'avoir des protocoles extrêmement stricts. Bon, il est évident qu'à l'échelle d'un pays, on ne peut pas mener des expériences de cette façon. On ne peut pas avoir deux France, une à qui on va administrer les 35 heures et l'autre à qui on ne va pas administrer les 35 heures. Et donc c'est pour ça que ce type de débat, eh bien, ce type d'affirmation, elle est très compliquée à réfuter et donc à démontrer comme étant un caractère scientifique valide. Autre exemple, la politique de la Banque Centrale Européenne qu'on appelle le quantitative easing, donc c'est le fait que la Banque Centrale Européenne rachète des obligations publiques, va créer de l'inflation. Alors si on dit le quantitative easing de la BCE va créer de l'inflation, on affirme. Bon, là, après tout, c'est quelque chose de plus simple à mesurer. On a eu le quantitative easing, et est-ce qu'on a de l'inflation après? On n'a pas vu d'inflation, en l'occurrence, donc on peut dire que la théorie était fausse. Cette fois-ci, avec plus de certitude que pour la plupart des 35 heures. Mais imaginons qu'au lieu de dire le quantitative easing de la BCE va créer de l'inflation, je dis le quantitative easing de la BCE va créer à terme de l'inflation. Là, on rajoute une autre truc, c'est à terme. C'est plus tard. Plus tard quand? On ne sait pas, plus tard. Et là, le problème, c'est jusqu'à quand on regarde s'il n'y a pas de l'inflation créée. Quel est le terme? Bon, si on dit à l'échéance de 2 ans, bon, là, ça devient réfutable. S'il n'y a pas d'inflation à l'échéance de 2 ans, on pourra dire que le quantitative easing n'a pas créé d'inflation. Mais même s'il y avait de l'inflation, ça ne serait pas simple. Parce que s'il y avait de l'inflation, on ne pourrait pas dire si c'est vraiment lié, c'est comme pour les 35 heures, au quantitative easing ou non. Donc cette fois-ci, le quantitative easing a créé de l'inflation. La proposition, le quantitative easing va créer de l'inflation à échéance de 2 ans. C'est réfutable parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'inflation. Et dans ce cas-là, on peut réfuter la théorie. Donc ici, il s'agit d'une proposition réfutable, de fait. Alors,
ce que j'essaie de vous dire, c'est que la théorie de réfutabilité de Popper, elle est intéressante, elle peut s'appliquer à l'économie dans une certaine mesure, mais avec une limite qui est que c'est très compliqué de faire des expériences en économie, parce que ça suppose par définition de faire des expériences sur un pays entier. Et un pays entier, malheureusement, une fois qu'on a fait l'expérience de la proposition, on a parfois du mal à relier la proposition, enfin l'expérience, avec les phénomènes, puisqu'on n'a pas d'expérience, on va dire, en double. On ne peut pas avoir une France qui en administrerait 35 heures et une autre qui en n'administrerait pas les 35 heures. Concrètement, que se passe-t-il avec l'économie ? Bien, l'économie, c'est une science sociale. Et appliquer des démarches de sciences physiques à l'économie est toujours un peu problématique. D'abord, premièrement, parce qu'une science sociale, par nature, c'est une science qui étudie les sociétés humaines. Et donc ça pose déjà un premier problème. C'est que le sujet fait partie de l'objet qu'il étudie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, un discours scientifique, c'est un discours qui dissocie l'objet du sujet. Il faut être capable de mesurer l'objet avec des instruments, de voir un discours sur l'objet qui ne soit pas affecté par mes sentiments et mes perceptions personnelles. Donc, la science, elle est fondée sur la dissociation de l'objet du sujet. Or, dans toutes les sciences sociales, par nature, ce qu'on étudie, c'est la société humaine. Or, nous sommes nous-mêmes des êtres humains. Donc, quelque part, on s'étudie soi-même. Il n'y a pas de séparation naturelle entre l'objet et le sujet. Ce qui signifie une chose, c'est que le discours qu'on va mener sur l'économie va affecter notre vie personnelle, d'une manière ou d'une autre. Puisque tout à l'heure j'ai dit, les représentations, les propositions qu'émet un économiste va toujours réaffecter les ressources. Or, on fait partie de la société, on a des amis qui font partie de cette société, on a des parents, etc., on a un milieu social. Quand on dit, par exemple, si je dis, moi, il faut augmenter les dépenses publiques en matière d'éducation supérieure et payer mieux les profs de fac, est-ce que je le dis parce que c'est mon discours scientifique ou est-ce que je le dis parce que j'ai un intérêt à dire ça ? Évidemment, le physicien, quand il dit comment se comportent les atomes ou les galaxies, il n'a pas forcément immédiatement un intérêt à dire ceci ou cela. Alors en réalité, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a des écoles de pensée là aussi dans les sciences physiques, et donc parfois on peut avoir envie de défendre la théorie d'un camarade, donc on va aussi avoir des intérêts, même si le discours qu'on porte ne va pas forcément impliquer un intérêt personnel immédiat. Mais bien sûr que la question est beaucoup plus compliquée lorsqu'on parle de sciences sociales, de sciences humaines. Prenons l'histoire, par exemple. Évidemment, si j'analyse l'histoire en disant que la France a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est aujourd'hui parfaitement reconnu et évident, quand je dis ça, et que je suis français, évidemment, et que j'ai des parents, etc., qui ont participé, ou des grands-parents qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, évidemment que là aussi, il y a une manière d'interpréter l'histoire qui n'est pas neutre. En fait, toutes les sciences sociales, elles impliquent des intérêts. Et donc, la capacité de ne pas laisser ses sentiments personnels ou sa subjectivité personnelle interférer avec le discours qu'on va porter, évidemment, elle est limitée parce que du coup, il y a un biais derrière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un biais parce qu'on appartient à la société qu'on étudie. Alors, d'ailleurs, ce qui pose la question de savoir, est-ce qu'un scientifique doit être objectif ? Oui, on l'a vu, mais est-ce qu'il doit être impartial ? Est-ce que d'ailleurs il n'y a pas une différence entre les deux ? Tout à l'heure, je vous ai dit, être objectif, c'est être capable de parler de l'objet sans y mettre des questions qui sont liées à soi-même et à son interprétation des choses. C'est absolument fondamental. D'où l'importance de parler d'instruments de mesure. Mais ça n'est pas incompatible avec la partialité, c'est-à-dire avec le fait de prendre parti et de développer des arguments, des thèses, éventuellement polémiques. D'ailleurs, toute la science est fondée sur des chercheurs qui ont à un moment transgressé et défendu des thèses particulières contre la communauté des autres chercheurs. Par exemple, Pasteur, il défendait une thèse en disant qu'il n'y avait pas de génération spontanée
des bactéries dans un aliment. Ces bactéries venaient de l'extérieur. Donc il a fait une expérience pour démontrer que les bactéries venaient de l'extérieur et non pas étaient le produit de la décomposition normale d'un bien alimentaire. Donc les chercheurs, ils prennent parti, ils défendent des thèses, des positions. Mais c'est la manière dont ils le font qui est importante. Et ils doivent le faire de manière objective, c'est-à-dire en observant la réalité telle qu'elle existe, non pas telle qu'ils l'interprètent. Et ça veut dire, par exemple, un économiste, il peut tout à fait défendre une opinion, une thèse, mais donc être partial, prendre parti, et en même temps être objectif, dans le sens où il va s'appuyer sur des données qui ne sont pas été des données interprétées par lui-même, mais qui sont des données tout à fait valables pour tout le monde. Donc ne pas confondre les deux. Un chercheur, finalement, comme il défend une thèse, c'est d'ailleurs l'exercice de la thèse, c'est au cœur de la recherche, comme il défend une thèse, il est toujours en quelque sorte, il prend toujours parti, il est toujours un peu partial. Ce qu'il va faire de la science et non pas de l'idéologie, c'est qu'il va essayer de supprimer toute interférence d'interprétation personnelle en s'appuyant sur des données objectives. Donc il peut être objectif, d'accord, et être partial. Le problème, c'est que l'objectivité pure est quasiment impossible à trouver, que toutes les données, je l'ai dit tout à l'heure, sont toujours un peu interprétables, et donc, voilà, donc on a toujours un problème d'objectivité qui transparaît. Hein, donc, encore une fois, être partial, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de ne pas être objectif, c'est-à-dire de se laisser influencer par son interprétation personnelle ou par ses sentiments personnels. Mais la réalité, c'est que, en fait, on est presque toujours influencé par ses sentiments personnels. Et on l'est d'autant plus dans les sciences sociales, j'y reviens, parce que les intérêts sont extrêmement importants. Parce qu'on appartient à la société dans laquelle qu'on essaie d'étudier. Les phénomènes ne parlent pas d'eux-mêmes, les phénomènes sociaux. Ils sont interprétés, ils sont souvent construits également. On a inventé le PIB pour mesurer la richesse. C'est pas un phénomène. Le PIB en soi n'est pas un phénomène. Le PIB, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer un certain nombre d'activités économiques, mais qui a été pensé et construit par une théorie. De la même façon, le chômage est une réalité, c'est une statistique, mais c'est aussi une interprétation des faits. Pourquoi ? Parce que le chômeur, c'est quelqu'un qui cherche un emploi et qui n'en trouve pas. Tout le problème étant de savoir si cette personne n'en trouve pas parce qu'elle n'arrive pas à en trouver, ou si elle n'en trouve pas parce que simplement elle n'a pas vraiment envie de chercher. Et là, on réintroduit des phénomènes un peu, interprétables. Est-ce que le chômage est lié au manque de volonté des chômeurs de trouver du travail ? Et dans ce cas-là, les chômeurs ne sont pas vraiment des chômeurs, ce sont juste des gens qui n'ont pas envie de travailler. Ou est-ce que le chômage est lié à une insuffisance d'emploi ? Et dans ce cas, ce n'est pas la faute des chômeurs, c'est la faute du système économique. Bon, vous voyez bien que là aussi, chez les économistes, d'ailleurs, c'est intéressant, chez les économistes, ce discours est parfois très ambigu. Quand on dit, par exemple, dans beaucoup de rapports économiques, il faut activer les dépenses sociales, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut faire en sorte que lorsqu'on donne un revenu de substitution à un chômeur, ce revenu ne le désincite pas à trouver du travail. Qu'est-ce qu'on dit quelque part ? On dit que, finalement, le revenu, typiquement les allocations chômage ou le RSA, ils ne donnent pas envie aux chômeurs d'aller travailler parce que finalement, ils peuvent vivre sans travailler. Donc on est en train de dire que les chômeurs ne sont pas vraiment des chômeurs. Bon, alors c'est vrai que ça existe, c'est vrai qu'il y a sans doute des gens qui sont au chômage et contents d'y être et qui ne veulent pas en sortir. Mais quand on a une statistique de chômage, quelle est la part de chômage qui est liée à un manque d'incitation à trouver du travail, et quelle est la part qui est liée en fait à un problème économique et un problème de manque d'emploi ? Eh bien, vous voyez que tout ça n'est pas clair. Et donc, le même chiffre de 12% de chômage, qui est donné par l'INSEE, par exemple, il peut être interprété de différentes façons par différents économistes. Donc, si on a des interprétations, on a forcément une forme de subjectivité. Et donc, voilà, donc la question c'est qu'est-ce que c'est derrière qu'on mesure. Bon, alors, très vite, l'autre des particularités des sciences sociales, c'est qu'elles sont toutes encastrées et liées les unes aux autres. En fait, il ne devrait pas y avoir
l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie, l'économie, la psychologie. On ne devrait pas séparer toutes ces sciences sociales. Pourquoi? Parce qu'elles parlent toutes de la même chose, du comportement humain en société. Pour être un économiste, c'est-à-dire étudier les comportements économiques, il faudrait aussi être un psychologue. Il faudrait aussi être un anthropologue, un sociologue. Il faudrait connaître l'histoire des institutions, parce que tout à l'heure, souvenez-vous, enfin, dans notre cours, je vous ai dit que l'économie était liée aux institutions. Elles sont construites dans le temps, dans l'histoire, dans la géographie. Autrement dit, un économiste, s'il voulait vraiment être un économiste, il faudrait qu'il soit aussi un sociologue, un psychologue, un anthropologue, un historien, etc. Et donc, en fait, ce n'est pas possible. En fait, toute science sociale, elle est encastrée dans les autres sciences sociales. Et elle n'est pas autonome, contrairement à d'autres sciences. Et donc, il y a une base de la pensée qui est un peu floue. Bon, autre chose, et ça c'est vrai pour toutes les sciences sociales, il est difficile de faire des expériences, donc il est difficile de réfuter, au sens de Popper, une proposition scientifique de la plupart des sciences sociales. On ne peut pas avoir de proposition scientifique au sens de Popper dans l'histoire, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire d'expérience historique. Il faudrait remonter dans le temps et puis changer l'histoire, et ça, c'est pas possible. Et on a beaucoup de mal à faire des expériences en économie, en particulier parce que on met toujours dans la proposition la clause ceteris paribus, qui est toute chose égale par ailleurs, qui dit, voilà, les 35 heures vont créer de l'emploi, par exemple, mais toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire si on ne change rien d'autre par ailleurs. Or, tout change tout le temps par ailleurs. Enfin, et je conclus, parce que j'ai dépassé le temps, l'économie a aussi des spécificités sur d'autres sciences sociales. C'est une science normative, et je l'ai déjà dit, ça pose des problèmes, parce que du coup, on va vouloir changer la réalité et pas uniquement l'observer. Et par ailleurs, elle implique de considérables enjeux politiques, bien plus que par exemple l'histoire ou la géographie. L'économie passe son temps à préconiser des choses, par son caractère normatif, qui vont modifier les rapports de force et les conflits d'intérêts. Et de ce fait, il est impossible d'avoir un économiste qui soit totalement impartial. En gros, il va toujours, parce qu'il sait très bien que la proposition qu'il va faire va changer les intérêts et les rapports de force dans le système économique. Donc, quelque part, de fait, il va toujours prendre parti pour les uns et contre les autres. Voilà, d'où les difficultés de l'économie en tant que science. Et pour conclure, oui, en théorie, l'économie est une science, mais la manière de faire de l'économie pose beaucoup de questions et parfois, évidemment, les résultats de la science économique sont extrêmement contestables et le plus souvent, ils le sont. Voilà, je vous remercie, désolé d'avoir passé le temps. Bon appétit à tous.